mais on n'a pas le temps de vous raconter, mais c'était chaud. Donc, je dis tu rases. Excusez-moi, monsieur Cortés, c'est en train de se balancer. Juste, on coupe tout et on revient. On coupe la caméra. L'obésité, ça peut vouloir dire beaucoup. Ça peut être grave. Car l'obésité est une maladie. Mais vous pouvez agir. Consultez votre médecin, l'équipe médicale, et puis en prenant soin de vous, avec plein de petites choses de tous les jours. L'obésité est une maladie qui se soigne. Pensez à vous. Prenez soin de vous. Je suis obèse. L'opération n'est pas un caprice et j'ai le droit de me soigner. L'obésité est un combat à vie et c'est le combat de ma vie. L'opération n'est pas une baguette magique. On me parle de bénéfices-risques. J'écoute, je comprends, j'apprends, j'applique. Ce n'est pas une démarche facile, ce n'est pas une démarche esthétique. Je veux gagner des années de vie, je veux sortir de ce sursis. La chirurgie peut aider, mais je dois me responsabiliser, réduire les comorbidités et bouger avec plus de facilité. Rien à faire des retouches couchées sur papier glacé. Je ne veux pas perdre ma personnalité, mais juste être mieux, en meilleure santé et révéler ma beauté. Ce n'est pas une démarche facile, ce n'est pas une démarche esthétique. Je veux gagner des années de vie, je veux sortir de ce sursis. Est-ce que l'on comprend les enjeux ? Mais oui, on n'est pas dans une ère de jeu. Après les examens, on accepte de jouer le jeu. Parce que se prendre en charge, peut-être qu'on le peut. Je veux sortir de ce cycle. Ce sera, je le sais, un long et difficile périple. Mais le gain d'année de vie en vaut tellement le triple. Ce n'est pas une démarche facile, ce n'est pas une démarche esthétique. Je veux gagner des années de vie, je veux sortir de ce sursis. Les docs sont là pour nous accompagner. Un impératif, le suivi à assurer. Auprès de l'ensemble de l'équipe, l'APA, le NUT, les diètes, mon psy. Sans oublier mon chien, que je dois remercier, avec qui je suis désormais liée à vie, tout comme avec les vitamines et l'activité physique. Ce n'est pas une démarche facile, ce n'est pas une démarche esthétique. Je veux gagner des années de vie, je veux sortir de ce sursis. J'ignore les remarques futiles et tous ces cons qui me stigmatisent. Je suis acteur de mon suivi parce que moi aussi j'ai le droit à la vie. Je deviens acteur de ma santé. Auprès de vous, je m'y suis engagée et je n'oublierai jamais d'où je suis opérée. Et surtout que dans ma tête, j'ai peut-être encore des comptes à régler. Ensemble, devenons acteurs de notre santé. Bonjour. 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 Hello. Hello. Bonjour. Ici Paris. Ici Paris en direct des Journées mondiales de l'obésité édition ça. 2021. Messieurs, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Quel bonheur de vous retrouver. On a décidé de démarrer cette journée avec un atelier qui est consacré à la chirurgie de l'obésité. Au préalable, je vais vous laisser vous présenter. Ou alors, est-ce que vous voulez qu'on vous présente ? Qu'est-ce que vous préférez ? On vous présente ? Allez-y. Donc, nous avons la chance d'avoir à nos côtés deux grands spécialistes de la chirurgie de l'obésité. Alors, en la personne du docteur Alexandre Cortés, qui officie au Grand Hôpital de l'Est francilien,
et le docteur Mehdi Scalini, qui officie au CHU Saint-Éloi. À Montpellier. À Montpellier. Donc, mille merci d'être à nos côtés ce matin. Voilà, on est très touchés que vous ayez accepté une nouvelle fois notre invitation. Sachez que ce que nous avons fait la dernière fois a beaucoup plu. Alors, on va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire essayer de balayer rapidement la chirurgie de l'obésité de manière la plus vulgarisée et la plus simple possible dans un délai de 41 minutes maintenant. D'accord? Précis. Sans vous mettre la pression. Sans vous mettre la pression. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Messieurs, un petit rappel des différents stades, entre guillemets, d'obésité et tout de suite, c'est quoi la chirurgie de l'obésité? À vous de jouer, celui qui veut démarre. On y va. Tu ouvres le feu, Mehdi? Vas-y, Alexandre. Voilà. L'obésité, ça se définit comme un excès de masse grasse qui va retentir sur tout l'organisme. Ce retentissement va va avoir un impact sur la vie de tous les jours, tant par l'estime de soi qu'une limitation de la mobilité. Et dans le même temps, va induire tout un tas de complications qu'on appelle souvent les comorbidités liées à l'obésité, c'est-à-dire que l'obésité va entraîner chez les gens l'apparition de maladies telles que l'hypertension artérielle, des difficultés pour respirer la nuit, un diabète, et qui va réduire l'espérance de vie des gens qui en sont atteints. C'est ce qu'on appelle les fameuses comorbidités. Exactement. Afin de pouvoir harmoniser la prise en charge de l'obésité dans le monde, on a défini des critères. Ces critères, il a fallu que pour qu'elles soient comparables et harmonieuses sur l'ensemble de la planète, qu'elles soient chiffrées. C'est pour ça qu'est apparu l'indice de masse corporelle, ou IMC en français ou BMI en anglais, qui correspond en fait au rapport du poids sur la taille au carré. Ça donne un nombre et en fonction de l'intensité de ce nombre, l'obésité est plus ou moins importante en masse. Et à cette masse qui correspond à un nombre s'y associera l'étude de l'apparition ou non de complications liées à cette obésité. Et l'ensemble de cette interprétation conduira les équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge les malades à leur conseiller un traitement, qu'il soit médical ou chirurgical ou les deux. Mehdi, je te laisse poursuivre. Donc, après, l'indication opératoire, si vous voulez qu'on en parle maintenant, Carole, Annick, Laure ou plus tard? On y va, vas-y. Voilà, comme Alexandre a bien expliqué, il y a un chiffre, c'est l'indice de masse corporelle. C'est sur ce chiffre qu'on se base en fait pour poser notre indication. Bien sûr, après tout un bilan, après l'avis favorable de tous les spécialistes. Et donc, pour poser une indication opératoire, il faut avoir un IMC supérieur à 35 avec une des comorbidités qu'a décrit Alexandre, susceptible d'être améliorée par la perte d'excès de poids, notamment un diabète, une hypertension artérielle, un syndrome de l'apnée du sommeil, des arthralgies chroniques, mais qui sont dues au poids. Ou bien, il faut que l'IMC soit supérieur à 40, même en l'absence de comorbidité encore associée à l'obésité, mais qui va probablement apparaître ou survenir si on fait rien de plus. Si un patient reste avec un IMC supérieur à 40 sur une période de plus de 10 ans, il a plus de 90% de chances de développer une comorbidité. Ça c'est sûr. Okay. Donc, pour résumer ce qu'on vient de vous dire, si on parle de chirurgie, mais on n'est pas là pour parler que de chirurgie, la chirurgie est là pour accompagner une perte de poids sur le long terme, qui va permettre de traiter l'ensemble de ces maladies induites par l'obésité de manière à redonner aux gens une courbe d'espérance de vie la meilleure possible. Ok, alors une question, messieurs, si vous me le permettez, même si je connais votre réponse, on est d'accord que cette intervention est un des traitements, mais on ne guérit pas l'obésité, si? Alors l'obésité est une maladie chronique. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que quand l'obésité est apparue, qu'on soit opéré ou pas opéré, on est obèse. Je m'explique. C'est comparable aux fumeurs. Vous êtes fumeur, vous arrêtez de fumer, vous êtes devenu non-fumeur, et tout le monde sait que si on reprend la cigarette, c'est reparti. Pour l'obésité, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que
à partir du moment où apparaît l'obésité, on va soit avoir une prise en charge médicale, soit avoir une prise en charge chirurgicale. Dans le meilleur des cas, la courbe de poids va s'améliorer, on va retrouver, on va voir disparaître les complications liées à l'obésité, on va voir le poids diminuer, mais le problème, c'est que comme la maladie, elle est chronique, avec le temps, le pourcentage ou le risque que l'obésité réapparaisse est extrêmement important, qu'on soit opéré ou non. Et ça, on pourra rentrer dans les détails, vous les expliquer, mais pour des tas de facteurs, c'est pas le geste chirurgical qui sera salvateur et définitif à vie. Il faut surtout retirer de la tête, je me fais opérer, je maigris vite et souvent violemment, et c'est fini, maintenant je peux vivre ma vie. Ça, c'est erroné. C'est-à-dire que quand on est opéré, on a les moyens de vous faire perdre beaucoup de poids très très vite. Alors ça fait extrêmement plaisir aux gens. S'ensuit une période qu'on appelle la lune de miel des obèses, c'est-à-dire qu'on a souffert pendant des années, on n'a pas su à qui s'adresser, on n'a pas su qui aller voir, on a été voir, en général, on pourra revenir sur cette question, un chirurgien en première intention, ce qui est quand même quelque chose d'assez violent. On va avoir un bilan qui va durer entre 6 mois et 1 an, on va subir une intervention chirurgicale, on sort de tout cet enfer qui a duré des années, et là, d'un seul coup, on fond, excusez-moi d'utiliser cette expression, on perd du poids. Et là, la vie est belle, on se trouve beau, on peut se mettre à bouger, on peut se mettre à faire des tas de choses qu'on n'avait jamais fait. Et là, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est des vivants, on est des êtres humains. Et parallèle à cette lune de miel, ce bonheur d'être comme on est, la vie, elle continue à avancer. Les emmerdes, ils continuent à arriver. Et au bout d'un moment, entre joie, excitation, les emmerdes de la vie qui reviennent, plus la physiologie du corps qui tend à revenir au poids initial, on assiste à long terme, en absence de vigilance accrue et que des gens nous encadrent et nous aident et nous soutiennent, à une récidive. Allez-y, mesdames. Non, non, moi c'était juste une petite question. Donc c'est ça, c'est quelque chose que vous informez du coup tous vos patients à l'arrivée, même avant de dire oui ou non à la chirurgie. Alors, c'est pour ça que quand on est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire d'obésité, on doit voir une équipe pluridisciplinaire, des médecins, des chirurgiens, des pneumologues, des endocrinologues. Et ces consultations, elles doivent être multiples pendant l'année. C'est-à-dire que l'année préopératoire est une année d'éducation des malades et c'est au cours de ces différents entretiens que les thématiques vont être abordées. Je dirais qu'une des façons les plus simples de l'aborder, c'est quand on fait des réunions entre des anciens et futurs malades opérés, où les gens peuvent parler entre vous, où les associations d'obèses sont là pour nous aider. C'est-à-dire qu'il y a toute une opération de communication et de maturation du processus qui doit se faire l'année avant l'intervention. Parce que vous imaginez que si quelqu'un vient vous voir au bout d'années et d'années de souffrance, et ce n'est pas le premier jour que vous allez lui expliquer que ça va être l'enfer. Il faut emmener tout le monde progressivement et accompagner les gens. Donc, on est bien d'accord que sur les recommandations, il y a des recommandations, vous allez en parler, mais on est à 6 mois de préparation, même 1 an. On est bien d'accord sur le fait que c'est avant que tout se joue et que l'on doit préparer cette chirurgie pour que la suite ait un impact positif dans tout ce qu'on cherche à travers la chirurgie, en fait. C'est ce travail mis en amont, ce temps accordé à cette préparation qui va faire que justement le reste sera que continuité. Oui, alors je ne vais pas monopoliser la parole, Mehdi prend le relais parce que sinon on va… Non, mais bon, je vais juste compléter en fait tout ce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alexandre. En fait, la chirurgie, ça fait partie du traitement en fait à elle seule. C'est pas le traitement du maladie chronique. En fait, c'est un énorme coup de pouce. Ça provoque en fait un choc physiologique, métabolique. Le patient en fait perd du poids, comme a dit Alexandre, là, pendant les 6 mois, 1 an qui suivent la chirurgie, mais en fait sans suivi derrière, sans discipline, sans participation, en fait, le métabolisme il va gagner. Et donc, peu importe la chirurgie, sans préparation en amont et sans suivi en aval, c'est sûr, la chirurgie en fait n'est pas suffisante comme traitement d'une maladie chronique. Si j'ai un message à faire passer sur cette question très précise, mesdames, la réussite post-opératoire à moyen long terme de nos interventions chirurgicales sera proportionnelle à la qualité de la prise en charge
les 6 mois, 1 an avant l'intervention. Il n'y a pas de gêne à prendre 2 mois de plus, 3 mois de plus si nécessaire. Plus cette préparation préopératoire, cette éducation sera maximale en pré-op, mieux seront les résultats en post-op. Souvent, les malades sont pressés parce qu'il faut que la souffrance s'arrête. Ça, on le reconnaît, on l'admet. Mais le message à faire passer aujourd'hui, les résultats à moyen long terme seront proportionnels au niveau des échanges avec les associations de malades, des échanges avec le corps médical et au travail sur soi. Parce qu'il y a des choses qui vont apparaître. Vous avez une consultation par un psychologue ou un psychiatre au cours de ce bilan qui est là pour éliminer les graves troubles de la personnalité, ou chez nous pour savoir, parce que tout le monde n'a pas la même histoire, donc il y a ceux qui auront besoin d'être plus ou moins accompagnés en post-opératoire. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et ben finalement, on se pose la question s'il ne faut pas faire une prise en charge systématique de plusieurs séances l'année avant d'être opéré. Ce que je veux dire par là, c'est que plus les malades auront intégré ce qui va se passer, ce n'est pas 1 heure après être réveillé de l'opération qu'on commence à se poser certaines questions. Et on n'imagine jamais à quel point cette éducation préopératoire est importante. Voilà, voilà. Surtout qu'après, quand vous parlez justement, vous définissez l'obésité, vous dites après, la vie reprend et on ne change pas de vie en fait. Et que cette pathologie, elle est multifactorielle, elle est aussi sur des comportements de vie. En fait, le stress, la non-activité, c'est des choses qui font partie de ce qu'on ne fait pas avant, en fait, ou c'est pas qu'un problème d'alimentation. Donc après, avec le traitement de la chirurgie, on va jouer sur l'alimentation, mais il y a tout ce contexte environnemental et toutes ces habitudes qu'on a prises. Et ces mauvaises habitudes, quand on est stressé, ben, on va trouver du réconfort dans l'alimentation. Quand on ne fait pas d'activité parce que ça ne nous a jamais plu, ben, c'est prendre du plaisir à avoir de l'activité. Donc tout ça, ça se travaille. Et c'est en modifiant ces comportements que justement ce traitement va pouvoir être efficace parce que ce sera un ensemble de choses en fait. J'irai au-delà. L'année préopératoire, c'est le moment de se dire aussi, c'est comment je vais vivre avec ce que ces médecins m'auront apporté. C'est-à-dire que quand on en est là, on a tous un passé. Il est très, très différent les uns des autres. Et l'obésité, une des conséquences de ce passé. Et donc, ça serait dommage d'avoir une belle opération efficace et de ne pas savoir ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que plus on saura ce qu'on va faire de ces atouts qu'on a en main, plus fort on sera après. Et c'est très, très important. Ça, il faut le comprendre. Merci, très clair. Je rajouterais juste une petite chose. Là, il y a une notion en fait sur les résultats. Et plus tard, en fait, vous l'avez bien dit, en fait, il faut une préparation. Puis tout se joue en amont de la chirurgie pour organiser aussi le suivi, pour comprendre qu'il faut changer en fait son mode de vie, son hygiène de vie après la chirurgie. En fait, la nouvelle notion, c'est les résultats en post-chirurgie. En fait, on parle de bonnes réponses et de mauvaises réponses ou de non-réponses. Donc, pour éliminer en fait cette notion d'échec après chirurgie de l'obésité, parce qu'il y a certains patients qui viennent nous voir et qui nous disent « je suis en échec de la chirurgie ». En fait, moi, je vois ça, en fait, il ne faut pas utiliser ce mot, c'est une non-réponse à la chirurgie par rapport probablement à une mauvaise préparation avant et un mauvais suivi après. Donc, voilà, pour ne pas parler d'échec, parce que c'est une maladie chronique, en fait, on n'est pas là dans une compétition où il faut réussir ou échouer, parce qu'il y a énormément de patients qui ont très peur de ça, de reprendre du poids après la chirurgie de l'obésité, ça leur met une telle pression, il y a le blues après la chirurgie, et puis en fait, on va directement vers une non-réponse au traitement chez ces patients-là. Mais ça, c'est super important, ce que vous dites, parce que quand on voit des patients qui disent « vous êtes en échec », il y a beaucoup de patients qui nous disent je suis allé voir le médecin, il me dit vous êtes un échec de chirurgie. Et en fait, c'est vraiment, c'est pas un échec, en fait, c'est justement pas forcément la préparation. Enfin, c'est plein d'enjeux qui va faire que ça n'appartient pas à la personne, que l'efficacité de cette chirurgie n'a pas abouti, en fait. Oui, la culpabilité, en fait, la culpabilité du patient qui ressent comme si il était responsable, je suis responsable de l'échec de la chose. Alors c'est un sujet très important que vous abordez là, parce que en consultation en post-opératoire, qu'est-ce qu'on voit? Oui, Carole. Non, je dis bonjour à Anne-Sophie. Ah, bonjour Anne-Sophie. Oh, excuse-moi. Bonjour Anne-Sophie. Excusez-moi, pardon. Bonjour. Ça fait plaisir de te voir.
Plaisir partagé. En post-opératoire, il y a une question qu'on a souvent à 6 semaines, 8 semaines, et Mehdi va me dire s'il partage. Bon, docteur, j'ai perdu X kilos. C'est bien, c'est assez. Alors, mesdames, tout de suite qu'on se détende. Mesdames, messieurs. Oui, mais là, vous n'êtes pas très représentatifs. Arrête de te parler que des nanas, s'il te plaît. Tu parles aussi des mecs. Bon, je finis parce que mon message, il est important, Carole. C'est que ce n'est pas une compète en post-op. Ce n'est pas une compète qu'on ait perdu 8 kilos, 6 kilos, 4 kilos, 12 kilos. On s'en fout. La question qui se pose, c'est comment allez-vous? Et ça va avec ce que je vous expliquais tout à l'heure. Merci. On a fait une préparation d'1 an en préopératoire. On l'a fait pour se dire où est-ce que je vais aller avec le joli montage que m'ont fait les chirurgiens et les docteurs et qu'est-ce que j'en fais. Et nous, ce qu'on attend de vous, ce qui nous fait plaisir quand on vous voit, c'est je vais bien, je vais mieux et j'irai bien après. Et ça, il faut que vous l'imprimiez. Ah, mais on veut l'imprimer comme ça, hein. Je vous rassure, hein, M. Cortès. Voilà. Non, il n'y a pas de ça. Des fois, on nous renvoie le fait, parce qu'en plus de ça, c'est vrai que quand vous regardez, alors après, vous avez une vision quand vous rencontrez les personnes en consultation, mais vraiment, on en parlait l'autre jour, on viendra aux techniques chirurgicales. Les représentations aussi que les gens ont, c'est ils se comparent toujours aux autres. Alors lui, il a fait ça, il a eu cette chirurgie, il a plus maigri, donc je veux celle-là. Ben, pourquoi moi, je mange beaucoup et quand j'étais dans ma chambre, celle d'à côté, elle mangeait moins, donc peut-être on ne m'a pas opéré de la même manière. C'est toutes les croyances. Alors, nous, on l'a intégré et c'est le message qu'on fait passer. Et justement, c'est comment vous vous sentez. Vous vous sentez moins fatigué, vous vous sentez moins essoufflé, vous êtes mieux, vous vous levez avec un peu plus de pêche. Et puis alors, peu importe, vous n'avez plus de traitement sur le diabète, vous n'avez plus de traitement. Mais si ça, déjà, l'amélioration de votre qualité de vie, votre ressenti, vous êtes bien, peu importe derrière les 10 ou les 50 kilos. Moi, je parle de ça parce qu'en fait, les personnes, quand elles me rencontrent et qu'on me dit « Oh là là, mais tu dois être super contente, tu as perdu 200 kilos. » Mais je m'en fous, en fait. Et ça choque les gens parce qu'ils me disent « Mais quand même, si, c'est ça l'important. » Non, moi, ce que je retiens de ça, ce n'est pas les 200 kilos perdus. C'est à un moment donné, même si j'en avais perdu, et ça, je le dis, et après, M. Scali me connaît quand même bien, c'est toute l'évolution que j'ai eue pendant ces 11 ans, tout ce que j'ai compris, toutes les ressources que je suis allée chercher à moi, le fait de remarcher, le fait de faire plein de choses, même si ça avait été 55 kilos de moins, mais j'aurais été dans ma démarche et je serais allée au bout de ma démarche. Et en fait, ce que je retiens de mon histoire, qui va continuer et qui va durer, c'est que c'est ça, c'est pas ces 200 kilos perdus, et ça, je le clame haut et fort. Et on me dit, oui, mais de toute façon, vous avez perdu tout ce poids parce que vous avez une chirurgie. Je lui dis non, c'est parce que je me suis donné les moyens de comprendre pourquoi cette histoire de poids, d'entendre des choses et d'accepter des coups de pied dans mon cul quand on me les a donnés. Et je en remercie chaque jour la personne qui me les a donnés, parce que à se morfondre comme ça en tant que victime des choses, en tant qu'être triste, mais tu comprends, c'est trop compliqué. Et bien là, c'est aussi prendre la réalité des choses. Et donc, je ne retiens pas ces 200 kilos. Je retiens plein de choses et l'évolution que j'ai eue à moi, en fait. Et donc, automatiquement, si je suis plus en accord avec moi, si je me connais plus, si je sais comment je vais fonctionner, et peu importe le poids perdu. Ça ne s'appelle pas devenir acteur de sa santé? Ça s'appelle… Hein, on est d'accord, ça s'appelle devenir acteur de sa santé, non? Docteur Scali, il faut qu'on enchaîne, là, on va jamais réussir à tout aborder. Moi, je juste un truc avant de laisser la parole. C'est un travail d'équipe. Et pour un travail d'équipe, il faut avoir les bons acteurs dans l'équipe. Et il faut être en capacité de s'écouter les uns les autres et de prendre en considération, j'ai envie de dire, les spécificités et les freins, les blocages des uns et des autres. Avec de l'écoute et laisser du temps au temps. Ah, je dis plus rien. Non. Très bien. Il y a des commentaires. Mehdi, docteur, préparez-vous. J'arrive juste après les commentaires. Donc, il y a Marc qui dit « Bien après 23 années de la chirurgie de l'obésité, il dit « Annie Conchiro, tu as fait un travail extraordinaire, difficile depuis 11 ans à te battre chaque jour, bravo. » Isabelle Sanchez nous dit « Bonjour à tout le monde. Oui, mais encore faut-il qu'il y ait un vrai parcours patient avec une prise en charge
pluriprofessionnel, hors part de remboursement des compléments, pas de remboursement de psy, pas de sport sur ordonnance. Il faut qu'il y ait une évolution de tout ça. C'est en magasin, ça. Ça, c'est en magasin. Bien sûr. C'est en préparation. Signer la pétition, ça fait partie de signer la pétition et je redirais, il y a article 51 et après j'arrête, mais il fallait pas que je vienne je suis désolée, il fallait pas que j'intervienne. On a cliqué sur le bouton, mais on savait qu'on faisait une erreur. Une erreur. Il y a écriture de la feuille de route obésité au ministère, il y a PNNS 4, Plan national nutrition santé, et il y a le Conseil national de l'alimentation. Il faut légiférer, et c'est en légiférant et en travaillant avec les accords des uns et des autres qu'on va réussir à avancer. Je vais remercier Anne-Sophie d'avoir pris cette... on va faire l'émission à l'envers, mesdames, messieurs. Comme dit Anne-Sophie, c'est ensemble qu'on va faire le travail, d'accord? C'est ensemble qu'on fait le travail. On en a parlé la dernière fois. Effectivement, il faut légiférer, il faut des vraies équipes pluriprofessionnelles, il faut l'implication des SSR, il faut l'article 51. On ne remerciera jamais assez les associations d'obèses qui s'impliquent dans les prises en charge du remboursement des vitamines et compagnie. Mais il faut aussi que le malade s'implique. Oui. Et vous savez très bien qu'il y a un sujet qui m'est cher, c'est le contrat. Les médecins, nous, on a un contrat vis-à-vis des malades, on a un contrat déontologique, notre exercice est encadré par différents codes. Il faut également que l'implication du malade soit impliquée dans un contrat, même s'il n'aura aucune valeur juridique, mais au moins un contrat moral, parce que le plus grand contrat que peut avoir un médecin vis-à-vis de son malade, c'est un contrat moral. Et donc, il faut absolument qu'il y ait un contrat bipartis dans la prise en charge de l'obésité avec des malades qui s'engagent à un certain nombre de choses dans le temps et dans le partage avec d'autres. Je sais pas, je suis sûr qu'Anne-Sophie doit pouvoir rebondir là-dessus. Non, mais je suis complètement d'accord. Et pour ça, alors je reviendrai sur l'émission de France 24 hier, il faut de la transparence et il faut de la pédagogie. Il faut expliquer les choses dans la totalité. Et effectivement, si à un moment donné, il y a un maillon de la chaîne qui roule moins bien, ça va automatiquement impacter sur tout le reste. Donc là-dessus, c'est moi je dis toujours, c'est humilité. Humilité, on fout en l'air les égos. Je suis désolée, les égos, ça mène pas bien loin. Et on se ressente sur là où on doit aller. Et effectivement, c'est de toute façon un travail d'équipe avec l'implication primordiale de tous. Bon, pour la 4e fois, Mehdi, pardon. Non, attends, il y a Annie qui veut parler. Juste, je voulais dire, c'est pas de ma faute, Mehdi, c'est pas de ma faute. Si on peut dire, je peux vous appeler Alexandre. L'autre jour, après notre réunion, j'ai eu une réunion après avec M. Scali et M. Porcher. Et en fait, j'ai une petite idée avec ça. Parce que justement, votre histoire de contrat moral et de contrat, là, on est tout à fait d'accord. Alors, je vais en parler à ce groupe qui constitue le CNAO. Nous avons des associations de CNAO, nous avons des acteurs, des professionnels qui sont avec nous. Et Guillaume disait que lui, il était tout à fait d'accord avec ça. Je pense que M. Scali serait, il s'exprimera après, je ne suis pas la parole de M. Scali. Peut-être. Serait tout à fait d'accord dans cette démarche-là. Eh bien, nous, en tant qu'association et collectif, eh bien, après la pétition, moi, je suis pour vraiment donner un contrat de partenariat qu'on pourrait donner aux professionnels et que ça soit ce contrat d'engagement et de charte qui ferait qu'à un moment donné, ça vous faciliterait vous pour ceux qui seraient d'accord, bien sûr. Et tape là, Martine, si tu veux. Non, alors, tape là, Annick. C'est une très bonne initiative et 2, on va quand même dire les choses comme elles se doivent, messieurs les professionnels de santé. Le consentement éclairé, c'est formidable, mais je serais assez curieuse de savoir combien de patients comprennent ce qu'ils signent quand ils signent un consentement éclairé. Donc, c'est Alexandre, ça renforcerait le consentement éclairé. Là, vous allez faire mal à Mehdi, c'est-à-dire que si vous ouvrez la question du consentement éclairé, je vais être obligé de parler. Non, il va toujours parler. Passez la parole à Mehdi. Parce que Mehdi, les techniques opératoires. Attends, les techniques opératoires et après, ce que je propose, Mehdi fait les techniques opératoires. Et après, on parle du consentement éclairé parce que c'est un sujet qui m'est cher. Ça marche. Vas-y, Mehdi.
je voulais juste rebondir en fait sur ce qu'a dit Anne Joly en fait. Pour moi, allô? Oui. Allô? L'humilité, c'est vraiment la clé de la réussite, mais pas que pour le traitement de l'obésité, pour tout. Donc, on va parler des techniques opératoires, c'est ça? Oui, mais tu es d'accord pour le contrat, en fait. Le contrat, bien sûr, d'accord. On est tous d'accord, mais malheureusement, en fait, je rejoins Carole. C'est très compliqué de l'appliquer, en fait. Ça reste un contrat moral. Ça reste un contrat moral. Attends, docteur, je n'ai en aucun cas dit que c'était compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas ça que j'ai dit que le consentement éclairé aujourd'hui était assez complexe à comprendre pour les patients qui, de toute façon, quand ils rentrent dans le parcours, et on ne va pas se leurrer, c'est une des raisons, malheureusement, de la non-compréhension de l'importance de l'outil chirurgie bariatrique, n'ont qu'un objectif, c'est aller à l'opération, et tout ce qui est à côté, ils s'en tapent. On va appeler un chat un chat. Donc, d'entrée de jeu, peut-être proposer un contrat et proposer quelque chose de clair qui va rester dès le départ. Un contrat moral, bien Absolument. sûr, moral. Oui, tout à fait. Allez-y, monsieur Scali, les techniques opératoires. Vous allez passer vos diapos ou c'est pas la peine? Non. Mais non, on ne les passe pas. Je vais faire à la souris, je vais faire le curseur. On ne les passe pas. On va juste expliquer rapidement les trois techniques qui existent et validées. Les trois techniques les plus réalisées dans le monde, ils sont validés par l'autorité de santé. En fait, on va commencer par une des plus anciennes, c'est l'anneau gastrique. En fait, c'est une technique obstructive c'est un anneau, en fait, une bague qu'on met juste après la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Et le principe, en fait, c'est une obstruction au passage du bol alimentaire au niveau de l'estomac. Donc voilà une des techniques les plus anciennes. C'est un corps étranger, on se rend compte au fur et à mesure qu'on ne peut pas en fait garder cet anneau à vie. Donc on en retire énormément. En France, à peu près 7000 en moyenne, 7500 par an d'anneaux gastriques. Voilà, on voit un peu à quoi ressemble en fait cette procédure. C'est actuellement la troisième procédure réalisée en France. On en pose encore aujourd'hui à peu près 6000, 6500. C'est une technique, on va dire, peu morbide, qui entraîne peu de complications, mais qui a en fait le revers de la médaille, c'est que comme l'estomac entier reste en place, on a toujours en fait cette frustration et ces douleurs de la faim qui persistent, des problèmes mécaniques assez fréquents après la pose de cet anneau, et donc avec souvent en finalité l'ablation de cet anneau au bout en moyenne 13-14 ans. L'anneau, en fait, on doit le retirer. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas du tout une intervention légère, parce que beaucoup de gens ont tendance à dire, encore en début de parcours, j'ai fait mon supermarché, je veux choisir mon intervention, ça on va en parler après. Oh, moi, je veux un anneau parce que l'anneau, finalement, c'est facile et c'est peut-être moins dangereux que la sleeve ou le bypass. Faux. Tout à fait faux. Et puis, j'irai même plus loin, on en a parlé en début de conférence, c'est que l'obésité, c'est une maladie chronique. En fait, la chirurgie de l'obésité ne traite pas forcément la maladie. Elle traite peut-être l'excès de poids. On agit sur un peu la perte d'excès de poids. Mais la maladie en elle-même, elle est là. Donc, c'est un corps étranger. C'est une chirurgie, en fait, qu'on ne peut pas, en tout cas, l'anneau, on ne peut pas le garder à vie. Ça, c'est sûr, en fait. Toutes les études le montrent. Donc, voilà, si cet anneau nous permet de changer notre hygiène de vie, notre mode de vie, avec un bon suivi, une bonne préparation, pourquoi pas? C'est une technique en fait qui se fait un peu partout dans le monde, avec bien sûr ces complications, c'est sûr, c'est pas anodin un anneau. Souvent on nous dit ça, c'est une chirurgie réversible, je veux l'anneau parce que c'est réversible. C'est jamais réversible une chirurgie. Quand on retire un anneau, en fait, on laisse une cicatrice au niveau de l'estomac et qui est là. Cette cicatrice, elle n'est pas réversible. Elle peut même rendre une chirurgie de relais plus compliquée, en fait. C'est l'histoire. Voilà. Alors, deuxième technique. Voilà. Vas-y, Alexandre, c'est ton tour. Alors, la deuxième technique, on va parler de la... Alors, sur l'anneau, ce qu'il faut quand même qu'on finisse de dire, c'est qu'en fait, on vous sert le kiki, vous êtes gêné pour manger, mais vous avez toujours ça. Ouais, Cyril Kiki, t'adores. Hein, Cyril Kiki. Oui. Hein. J'ai fait chirurgie, en effet. Ça peut glisser. Comment? Alors, on passe à la sleeve. La sleeve, voilà, vous avez... Bon, la sleeve, pour faire simple, c'est une intervention qui est quand même assez ancienne. C'est la plus pratiquée. Ouais. C'est la plus pratiquée actuellement en France.
vous pouvez remarquer globalement qu'on réduit le volume de l'estomac, on transforme l'estomac, moi je dis classiquement, en un tuyau. Hein, c'est-à-dire que pour faire la sleeve, on met pendant que vous dormez un tuyau qui est l'équivalent d'un tuyau d'arrosage dans l'estomac et comme un coiffeur, on coupe ce qui dépasse. Donc au réveil, le malade, non mais c'est ça, avec un tuyau à la place de l'estomac. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une chirurgie qui retire les 2/3 de l'estomac. Donc on retire de l'estomac. Alors ça a un certain nombre de conséquences sur l'organisme. Le premier, comme vous avez un petit estomac, vous avez une sensation de satiété, c'est-à-dire que vous n'avez plus faim très rapidement. Ensuite, quand vous retirez de l'estomac, et on ne peut pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça, et il y a des tas de théories très compliquées, donc on ne va pas rentrer dans les complications, c'est que le cerveau, il communique avec l'estomac et réciproquement. Et donc là, les malades, ils n'ont plus faim. Les gens qui ont été opérés d'une sleeve pourront vous le témoigner. Vous verrez ça dans les réunions avec les associations, avec les anciens opérés. Quelqu'un ayant eu une sleeve et quelqu'un qui n'a pas faim. Cette intervention, c'est une intervention qui se passe facilement. La durée d'hospitalisation maintenant, elle est réduite de 1 journée à 3 jours en fonction des malades et des endroits où ils sont opérés. Et le pourcentage de complications, il est environ de 2%. Ces complications, elles sont de 3 ordres. La première, à la partie supérieure de l'estomac, dans le premier mois post-opératoire, peut apparaître un trou. Ce trou apparaît en fait parce qu'à cet endroit-là, il peut y avoir des zones de l'estomac restant qui sont moins bien vascularisées. C'est l'équivalent, moi, ce que j'explique comme ça, d'une chute d'escar. C'est ce qu'on appelle la fistule. Elle est actuellement en France inférieure à 2%. La deuxième complication, ça peut saigner en post-opératoire comme toute chirurgie, donc ça, c'est estimé aux alentours de 5%. Il y a une complication dont on ne parle jamais, c'est que l'estomac, il est coudé, et donc lorsque l'on coupe, on peut induire une sténose, c'est-à-dire un endroit où ça se bouche à la partie inférieure de l'estomac, qui peut être extrêmement invalidant en créant des reflux gastro-ésophagiens, il y a des reflux acides qui font mal, qui vont amputer la qualité de vie de façon très très importante, pour laquelle on a des solutions, mais il faut savoir que dans 2% des cas, il peut y avoir une complication. Et mon grand message dans la sleeve, c'est une chirurgie facile, mais il y a un mais. Quand apparaît une complication après une sleeve, telle que je vous dis, la sténose ou la fistule, ça peut durer longtemps. Et quand je dis longtemps, les malades dont le traitement de la fistule peut durer plusieurs mois. Et c'est là que l'explication doit être donnée, pas uniquement sur les moins de 2%, mais sur la durée de prise en charge en cas d'apparition d'une complication. Il y a toujours une solution, mais ça peut être très long. D'où on revient sur la qualité de l'information en préopératoire, parce qu'un malade informé qui sait que ça peut arriver, quand ça tombe sur lui, c'est 100%. Et dans ces cas-là, il est armé pour se battre en compagnie de ses médecins. Voilà pour la sleeve. C'est une superbe opération qui n'est pas pour tout le monde, Il y a des gens pour lesquels on ne peut pas proposer cette opération. C'est notamment les gens qui ont des anomalies de la jonction, pour faire simple, entre l'ésophage et l'estomac. Et si on fait cette intervention chez ces gens-là, ils peuvent justement avoir ce reflux acide de façon extrêmement sérieux en post-opératoire, d'où l'intérêt du bilan pour savoir à qui on l'a fait ou à qui on ne l'a fait pas. Ça te va, Mehdi? J'ai juste un petit commentaire, un petit témoignage de Martine qui dit: j'ai vécu donc avec un anneau, elle parlait, durant 12 ans, avec un très bel amaigrissement le 18 mai 1998. Mais du jour au lendemain, après 12 ans, j'ai fait des remontées gastriques. Mon chirurgien m'a retiré, alors AGA, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. L'anneau. Oui, pardon, excusez-moi. L'anneau. Mon estomac était en très bon état. Il m'a fait alors de suite un bypass en deuxième intention le 17 mai 2010 et tout va bien. Voilà. Donc le bypass. Le bypass, en fait, c'est la technique, c'est la deuxième technique la plus réalisée dans le monde et aussi en France. En fait, elle associe finalement les principes de la sleeve, plus un principe en fait mal absorptif. On voit bien, on va créer une poche au niveau de l'estomac, toute petite. Le volume de cette poche fait à peu près le tiers du volume d'une poche de sleeve. On laisse l'estomac en fait restant exclu, reste en place, à la différence de la sleeve. Quand on retire en fait cet estomac exclu quand on fait la sleeve. Et puis après, on va aller chercher l'intestin. Là, on voit en fait le bypass en Y. C'est le bypass le plus réalisé en France. Après, il y a une autre variante
Il va nous en parler après, Alexandre, de cette variante. Donc là, on voit le Y. Donc on va chercher l'intestin à peu près à 50-60 cm de son origine. Ça dépend des équipes. Il y en a qui le cherchent à 1 mètre de son origine. On va couper à ce niveau-là et puis on va remonter l'intestin. On va le brancher directement sur l'estomac et puis on rebranche plus loin l'intestin en fait qui va récupérer les sécrétions de l'estomac, les sécrétions du foie et puis les sécrétions du pancréas. On branche en fait cet intestin qui ramène ces sécrétions-là plus loin pour qu'il y ait une absorption, une digestion des aliments. Donc vraiment pour simplifier, le bol alimentaire va arriver au niveau de la petite poche, c'est une technique restrictive, j'insiste, et il va passer au niveau de l'intestin qu'on monte. Il n'y aura pas forcément d'absorption parce qu'il n'y aura pas le contact avec les enzymes du pancréas et la bile. Et cette absorption se fait à peu près 1 mètre ou 1,20 mètre en fonction des équipes, ou même 1,50 m après l'arrivée du bol alimentaire. Donc ça va provoquer une malabsorption. Pour aller simplifier encore plus loin, le patient peut manger 1000 kilocalories avec cette procédure, il n'y aura que 700 kilocalories d'absorbées. Il n'y a pas que les calories qui sont mal absorbées, il y a aussi des protéines, des vitamines, des minéraux. Donc, c'est pour ça que c'est une technique qui nécessite une supplémentation, et même les autres techniques nécessitent une supplémentation, mais celle-là, encore, de façon plus stricte. Donc, au moins, pendant 2 ans après la chirurgie, même des fois, on dit à vie, mais bon, le à vie, ça ne veut rien dire, parce que c'est une chirurgie qu'on réalise depuis à peu près 30 ans, donc on n'a pas non plus des patients qui ont vécu 60 ans avec cette chirurgie-là, mais au moins, pendant 10 ans après la chirurgie, il faut un suivi vitaminique sur cette chirurgie-là. Voilà. Après, sur le reste, vas-y. À vie. Mais après, juste, parce que l'autre jour, on n'en a pas parlé, il faut, pour dire que la sleeve ou le bypass, sur la technique, ça se fait en célioscopie, donc c'est avec des trocars, en fait, et en fait, il n'y a pas d'ouverture complète. Après, on met de l'air, donc c'est des techniques qui sont maîtrisées et qui s'améliorent aussi au fil des années. Parce que moi, je vois sur le congrès avec 5 trous, 4 trous. Donc, en fait, maintenant, les protocoles, même sur les techniques opératoires, sont quand même beaucoup plus légers. Enfin, pas légers, mais… Moins invasives. Attendez, on fait attention à ce qu'on dit là. On fait très attention à ce qu'on dit. En fait, ce dont tu parles, Annick, c'est la voie d'abord. La voie d'abord, c'est une célioscopie. Donc, voilà, c'est une cicatrice. Et donc, on insuffle, on met du gaz à l'intérieur de l'abdomen pour avoir de l'espace et on fait cette chirurgie-là. Ça reste la voie d'abord. Ça ne veut pas dire qu'avec cette voie d'abord, on a forcément moins de risques il en a parlé Alexandre tout à l'heure, de fistule ou de fuite ou de saignement. C'est une voie d'abord qui permet des suites opératoires plus simples parce qu'on n'ouvre pas l'abdomen comme avant, il y a 30 ans. Donc, on arrive à faire ces chirurgies dans 98% des cas par célioscopie. Il y a certains cas vraiment très particuliers où on n'y arrive pas par célioscopie parce que c'est des patients qui ont eu d'autres chirurgies avant. On peut même faire ces chirurgies-là par robot. Mais bon, ça, c'est même pas une voie d'abord, c'est juste une amélioration technique. Il n'y a aucune preuve maintenant scientifique que le robot améliore ou réduit les risques de complications. Donc, il faut une courbe d'apprentissage et puis bon, ça fait vendre le fait d'avoir une chirurgie par robot, mais il n'y a aucune étude qui montre la supériorité de cette intervention par robot par rapport à une intervention par célioscopie simple. Donc voilà, ça reste juste des voies d'abord. Mais le bypass aussi, comme la sleeve, il y a des risques qui sont estimés à 2,5%. Il y a un risque en fait de fuite, de fistule. Et pareil, ça nécessite des fois plusieurs semaines pour que ça cicatrise. Il y a des oui, sur les complications, mais là, je parlais pour le… Oui, pour la voie d'abord. Oui. Voilà, et après, les complications qu'il peut y avoir aussi, c'est sur les éventrations, sur le après par rapport à… Oui, c'est des complications qui peuvent se voir pour n'importe quelle chirurgie, n'importe quelle célioscopie. De se faire opérer d'une vésicule biliaire, d'une appendicite. Et après, sur la cicatrisation du muscle, on peut avoir des petites hernies ou éventrations. Ça, en fait, ce n'est pas forcément spécifique à la chirurgie de l'obésité. D'accord. Je voudrais apporter 2-3 précisions. Qu'on fasse attention à ce qu'on dit. La sleeve, le bypass, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Hein. D'accord ? C'est-à-dire qu'à chaque malade, son indication. Je ne me paye pas la Ferrari ou la 205.
Ça va avec ce que je vous ai dit pour la sleeve. Il y a des gens pour qui il faut, il y a des gens pour qui il ne faut pas. Deuxième chose, donc le choix de l'intervention doit être posé par l'équipe médicale en discussion et partenariat avec le malade. Le malade, c'est toujours lui qui décide, mais c'est quand même, il n'y a pas mieux que le médecin pour lui expliquer pourquoi l'une ou pourquoi l'autre. Deuxièmement, un trou, 2 trous, 3 trous, ça me fait hurler. C'est des trous, c'est des petits trous d'1 centimètre. Qu'il y en ait un, qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 5, on revient sur le principe fondamental. Hein. Comme il n'y a plus la grande incision, ça va forcément beaucoup mieux. Et donc, ce qui est le mieux, c'est le malade qui va bien après l'intervention. Il est hors de question pour un chirurgien d'aller démontrer qu'il est le roi du monde parce qu'il n'y a pas beaucoup de cicatrices. Non, je finis mon propos. Un malade qui va bien, c'est un chirurgien normalement qui va bien et c'est tout le monde qui va bien. Donc, on évite, s'il vous plaît, c'est vrai qu'on peut faire plus ou moins de petits trous, mais alors mon message, il est clair, un malade qui va bien. Parce que vous comprendrez que quand vous bricolez, vous installez, mieux tout va. Désolé de parler comme ça, mais je parle franc. T'as raison. Non, mais après, alors. En fait, la qualité d'une chirurgie, ce n'est pas le nombre de petites cicatrices. Non. Donc, on Tout peut à fait. faire 8 cicatrices, avoir une chirurgie malheureusement pas bien faite, ou même. Donc, c'est indépendant finalement du nombre de cicatrices. C'est vraiment indépendant. Mais je voulais juste, parce que c'était moi qui ai parlé des petits trous, je suis désolée, monsieur Cortès, c'était juste que je voulais que vous expliquiez simplement la célioscopie. Alors, les petits trous, les 1 trou, les 2 trous, c'était juste expliquer que la célioscopie, ça se passait comme ça, et je n'étais pas dans le 1 trou, 2 trous, 3 trous, pardon. Moi, ça m'a fait plaisir parce que dans mon service, moi, je fais en général 4 à 5 trous. Les filles avec qui je travaille, désolé mesdames, je travaille avec des filles. En général, 3 Non, mais là, tu fais bien, c'est très bien. Mais nous étions sur la célioscopie, le nombre de trous. Et souvent, chez moi, il y a des professeurs en chirurgie de l'obésité qui viennent opérer, vous savez très bien qui c'est. Et quand je vois que c'est très propre et bien fait par 5 trous, ça me fait un bien fou parce que les malades vont bien en post-opération. J'ai juste la dame qui a écrit depuis un moment. J'ai quelques adhérents qui avaient un bypass en oméga repassé avec. Pardon, excusez-moi. J'ai quelques adhérents qui avaient un bypass en oméga repassé sur un bypass en Y suite à des problèmes remontés, acidité. Pourquoi? Sachant qu'il y a Martine Munch qui parlait du remboursement qui n'était plus fait pour les oméga. Ouais, il faut qu'on explique ce que c'est que cette technique opératoire. Il faut qu'on aille vite parce qu'après, il faut qu'on se quitte. Alors, ça, pareil, c'est de la faute des docteurs. Les docteurs sont complètement coupables sur cette affaire-là. Et les docteurs sont coupables de mal s'exprimer, de faire des résumés des fois trop rapides. Il y a un autre bypass qui s'appelle, enfin, c'est des combats de docteurs, tout ça. Hein. Le bypass en oméga, c'est un bypass qui n'est pas reconnu par la sécurité sociale et qu'un certain nombre de médecins, des fois quand ils parlent, ils oublient qu'il y a des non-médecins qui les écoutent et qui l'ont appelé le mini-bypass. Alors, vous imaginez, pour un malade, il a une mini-intervention, puis l'autre, il a la vraie intervention. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Le mini-bypass, le bypass en oméga, il n'est actuellement pas remboursé par la sécurité sociale. Il y a des problèmes de reconnaissance de ces interventions que je ne maîtrise pas forcément, un débat dans lequel je ne veux pas rentrer parce qu'il y a beaucoup de malades qui l'ont. Il y a beaucoup de gens qui ont eu cette intervention, donc on ne peut pas faire en sorte que cette intervention n'existe pas. C'est la même opération que ce que Mehdi a décrit tout à l'heure, c'est une mini-poche en haut de l'estomac. Et au lieu de faire un montage très compliqué, on prend l'intestin qui est en place et on le monte directement sur la petite poche pour le coudre, ce qui fait que le malade, quand il mange, ça passe directement dans l'intestin et les sécrétions hépatiques poursuivent leur chemin et passent par l'estomac. Ce n'est pas à moi de juger si ça marche mieux, moins bien. On a des problèmes entre ceux qui le font, le remboursement, la reconnaissance, mais ça, c'est un autre bypass avec un montage plus simple. Ce n'est pas parce qu'il est plus simple qu'il marche mieux, ce n'est pas parce qu'il est plus simple qu'il a moins de complications. C'est une intervention supplémentaire. Tu la décrirais autrement, toi, Mehdi? Oui, c'est parfait. Après, en fait, on peut l'appeler bypass avec une seule anastomose, mini gastric bypass, mais pas forcément mini risque. Donc, voilà. Après, en fait, à la différence de l'autre bypass,
nous, on n'a pas, on fait pas ce bypass ici à Montpellier, le bypass avec une seule anastomose. On fait celui en Y. On envoie en fait des bypass avec une seule anastomose qui reviennent nous voir pour des problèmes d'ulcères. En fait, vous venez de l'évoquer, chroniques, qu'on n'arrive pas à guérir. Et l'explication en fait qu'on a actuellement, c'est que en fait, comme les sécrétions biliaires et pancréatiques passent forcément par l'estomac, ben c'est quasi impossible de cicatriser en fait ces ulcères-là quand ils sont là. Ça ne veut pas dire que tous les patients qui ont un mini-gastric bypass ont des ulcères, mais c'est sûr quand on a un ulcère sur un bypass en Y, on a l'impression qu'on arrive à le cicatriser sans forcément de reprise chirurgicale. Alors que les ulcères chroniques post-mini-gastric bypass, ben, des fois, en fait, c'est très, très compliqué et on est obligé de les réopérer, ces patients, et de les convertir en bypass en Y. Alors, il faut quand même rassurer tous les gens qu'on a eu parce qu'il y a des milliers de gens. Non, mais je dis, il y a un petit pourcentage comme tout. Je n'ai pas les chiffres, mais il se peut qu'il y ait 3 ou 4% de mini-gastric bypass qui ont des ulcères comme ça chroniques. Après, bien sûr. Je vois plus bout là. Hein? Elle bouge sur sa chaise. Elle a les oreilles qui coincent. Alors, si je peux juste compléter, pour revenir sur le bypass en oméga, entre parenthèses mini bypass, la haute autorité de santé, chose que maintenant ça commence enfin la haute autorité de santé à force du Covid, on commence à en entendre parler de plus en plus, qui est un peu l'organe qui donne les recommandations de bonnes pratiques, qui sont elles opposables à la loi, mais on en reparlera ce soir. Finalement, demande des éléments de preuve par rapport à ça, d'où le déremboursement de la sécurité sociale. Le CNAO avait été interpellé sur cette question-là à ce moment-là. Donc, effectivement, c'est soumis maintenant à une autre étude pour pouvoir voir le rapport bénéfice-risque dans l'intérêt du patient, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'intérêt du patient. Et juste pour compléter concernant les petits trous, toujours des petits trous. Non, mais c'est bon, la prochaine fois, je me tais. Je mets en colère. Il n'y a que M. Scani. C'est l'anniversaire de la mort de Gainsbourg, en plus, il y a eu quelques jours, donc j'en profite un peu d'humour. J'ai eu la laparoscopie, moi, et j'ai eu après les petits trous. Ben, je peux vous assurer qu'il n'y a pas photo entre les petits trous et la laparo, hein. On ne se réveille pas du tout de la même façon. Alors évidemment, maintenant, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bonjour. Vieillitude, non, pas du tout, là, désolé. Mais effectivement, ma première chirurgie remonte à 21 ans. Et il y a 21 ans, on était à la laparo. Quand j'ai rencontré la Célio, je trouve que c'était une belle invention. Et encore merci parce que, dites donc, on a peut-être un peu moins besoin de morphine, on se lève un peu plus vite. Mais voilà, la technologie, la médecine avance, c'est grâce à vous. Et nous, on est juste là pour vous dire que finalement, dans le quotidien de comment ça marche, comment ça vit, il y a des trucs qui vont pas bien et on réajuste ensemble en fait. Par contre, Alexandre, ce que vous disiez, moi j'ai un trou que M. Scali m'a fait. C'est mon trou de Jujuno et j'en suis fière. Et alors, il m'a épanoui celui-là. Donc, c'est pour ça que je reviens à ce que vous m'avez dit. L'essentiel, c'est que le patient il soit épanoui avec son trou. Avec son trou, voilà. Et celui-là, on ne me le bouchera pas. Hein. Bon, alors, écoutez, désolé, il faut qu'on se laisse. On enchaîne, on est en retard pour la suite des ateliers. Merci infiniment, messieurs. Une conclusion. Comme d'hab, un bonheur de vous avoir à nos côtés, clarté, limpidité. Anne-Sophie, merci d'avoir foutu le BINS en nous rejoignant en cours de route. Une conclusion, donc c'est que la préparation en amont est primordiale pour la continuité. Absolument. S'entourer d'une équipe pluridisciplinaire, ça c'est super important. L'engagement et le contrat moral passé avec votre équipe, ça c'est pour les patients. Et la qualité du bien vivre avec, c'est la satisfaction du patient. Et que le patient soit acteur de sa démarche et que ça soit à court, moyen et long terme. Est-ce que ça va bien? Non. Signer la pétition. Et signer la pétition, mais… Et puis nous, on va conclure quand même avec Mehdi. Ah bon? Non, au revoir. Non. C'est nous qui vous remercions de nous accompagner dans notre pratique de tous les jours. Parce que contrairement à ce que l'on croit, vous participez pleinement, grâce à votre accompagnement, à notre formation en continu. Et grâce à vous, on en apprend également
tous les jours. Merci. Monsieur Scani est en train de parler. Et puis, en fait, voilà, le travail qu'on fait avec Annick, là, depuis bientôt 10 ans, vous voyez, en fait, j'ai mis exprès cet arrière-plan avec quelques dossards. En fait, la majorité de ces courses, on les a fait avec l'association. Et donc, il faut un travail d'équipe, c'est indispensable. Elle a bien dit Sophie, le travail d'équipe. Et puis, la chirurgie en elle-même, en fait, c'est 10% du résultat à 10 ans. Tout le reste, c'est le travail avant et le travail d'équipe après. Voilà. Mehdi, vous avez un proverbe que j'adore. Est-ce que vous pouvez nous le sortir? Je vous l'avais envoyé. Est-ce que vous pouvez me le dire? Là, tu le prends trop au pied de la lettre. Vas-y, tu l'as sur… Je sais, non, il faut que je le cherche, c'est pas grave. Mais non, ça rejoint ce que disait en fait Alexandre. En fait, il y a un proverbe arabe qui dit, bon, c'est pas vraiment la traduction précise, mais qui dit que vaut mieux des fois l'expérience de quelqu'un qui a expérimenté la chose et son avis que l'expérience du médecin lui-même. Voilà. Merci messieurs, c'était magnifique et on se revoit tout à l'heure. Je rappelle que Mehdi, vous allez intervenir sur un atelier qui s'appelle Mental Gagnant cet après-midi et Alexandre, on se retrouve sur un atelier, un gentil morceau qui s'appelle Les droits des patients et nous allons causer avec un avocat. Voilà, ça c'est pour toute fin de journée. Allez, à tout à l'heure messieurs. Merci. Merci. Au revoir, monsieur Cortès et monsieur Scani. À tout à l'heure, Anne-Sophie. Enfin, à tout de suite, Anne-Sophie. Nous allons envoyer des petites… Au revoir, Martine. Au revoir, Martine. Non, mais alors, tu veux dire qu'elle rentre à Montpellier. Ciao. On va régler les comptes. Bonne journée, tout le monde. Tu vas être fière. Bye bye. Bisous. On vous laisse avec des petites vidéos et on se retrouve dans 5 minutes pour la suivante. Pour l'atelier suivant, sur l'importance de la pratique de l'activité physique. Exactement. À tout à l'heure. À de suite. Malade. Oui, je suis malade. On me l'a souvent dit et répété. Toujours, je les ai entendus souvent dénigrer. Il était sûr qu'ils avaient raison. Vie de merde, que je me disais. À quoi bon insister? Je n'avais rien à donner. Toujours, j'attendrai le compliment qu'on m'aime. Il ne savait pas faire. J'en ai souffert. Oui, j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont aidé à me découvrir. Non, je ne suis pas une malade. Je suis Joséphine, avec mes forces et mes vulnérabilités. Comme ils disent maintenant, c'est comme je dis, j'ose. Le flou artistique. Il est toujours difficile d'être sur le juste équilibre, avoir la tranquillité dans son esprit, son mental. Tu penses toujours que ça va rouler, mais non, la chute n'est pas loin. Est-ce ma bipolarité? Perso, je ne pense pas. Je pense surtout que trop de cogitation, trop d'émotions, trop de sentiments. Pourquoi cette balance émotionnelle est toujours déséquilibrée? Je tiens vers me respecter au mieux, peut-être aussi. Me respecter passe par me torturer. C'est peut-être ma santé et mon équilibre.
Francine, voilà. Bonjour. La petite pause pub. Normalement, j'ai dû faire rentrer. Voilà. Coucou Martine. Alors attendez, parce qu'elle est en train de se connecter. Elle me crie dans les Elle crie, hein, alors, Carole. j'ai un problème. Je cherche Avis à la population. un otorino. Professeur Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher professeur? Très bien, chère madame. Écoutez, alors on a un peu de retard, on est désolé. Non, on n'a pas de retard. retard. On est 1 minute de retard. C'est pas mal, on a rattrapé. Alors c'est l'heure. Hein. On a une chance immense, vous qui nous regardez, d'avoir à nos côtés une sommité, une grande dame, vive les femmes, à nos côtés, le professeur Martine Duclos. Je vous laisse vous présenter. Ou vous souhaitez que nous le fassions? Oh, faites-le, faites-le. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes professeur en diabétologie, en endocrinologie, en physiologie. Pour moi, vous êtes la référence en compréhension du corps, en activité physique. Vous êtes absolument incroyable. Vous êtes la grande spécialiste qui a fait aujourd'hui que, eh bien, il y a la reconnaissance du sport santé sur ordonnance. Et à ce titre-là, je crois que tous les malades se doivent de vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous au quotidien, en matière notamment d'activité physique adaptée, parce que je sais que c'est un grand combat. Voilà. Est-ce que ça vous va? De manière très vulgarisée, de manière très simple, de manière… Est-ce que c'est ça? Oui, c'est même trop, mais bon, merci beaucoup. Non, vous êtes d'une grande humilité. Alors, on a décidé de parler d'un thème à l'occasion de cet atelier qui est vraiment… un thème clé, une partie, un morceau fondamental quand on parle de prise en charge d'un patient atteint d'obésité ou pas de comorbidité, mais l'importance de l'activité physique dans la préparation, dans la préparation à une chirurgie, en post-opératoire, dans le cadre du suivi à vie, c'est quelque chose de fondamental et on ne le dit pas assez, l'importance de l'activité physique. Alors, je choisis volontairement le terme d'activité physique et pas de sport. Je pense que c'est une notion qui est importante à mentionner, à différencier. Et là, on va vraiment prendre le temps d'expliquer l'importance de cette activité physique. Mais excusez-moi, alors déjà, bonjour. Alors moi, je suis Annick aussi au téléphone, parce que, voilà, et Laure. Voilà. Pardon. Mais non, parce qu'on ne se connaissait pas de visite. C'est ça, donc on peut quand même, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Pardon, je m'emballe, mais elle le sait. Elle me connaît, Martine. Elle va finir avachie sur la table, au plus ça va, au plus elle se rapproche, elle va finir la tête dans la caméra. Et moi, je vais disparaître. Il y en a qui seront contents, mais non. Alors, on va? Oui, bien sûr. Allez. Oui. Mais comme on en avait parlé du coup un petit peu en amont, l'importance aussi de comprendre ce qu'est la différence entre le sport et l'activité physique pour les personnes. Je pense qu'on peut commencer par là et de nous donner peut-être une définition qui vous conviendrait pour le sport et pour l'activité physique. D'accord, oui, je crois que c'est important de le préciser parce qu'en France, quand on parle d'activité physique, les gens pensent sport. Or, le sport, c'est qu'une des composantes de l'activité physique. En fait, la définition de l'activité physique, c'est que dès que vous vous mettez debout et que vous commencez à bouger, vous faites de l'activité physique. Ça veut dire que vous pouvez faire de l'activité physique en fait dans 4 composantes de votre vie, soit l'activité professionnelle. Alors, c'est vrai que ça touche peu de gens parmi nous parce que en gros, la plupart des gens maintenant ont un travail où on est assis derrière un bureau, donc on n'a pas d'activité physique professionnelle. Mais si vous êtes maçon, là, vous avez vraiment une activité physique professionnelle. Mais néanmoins, il vous reste quand même des possibilités pour bouger. Les 3 autres domaines, c'est l'activité physique dans vos déplacements. Quand pour aller d'un point A à un point B, vous utilisez des déplacements actifs. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la marche à pied ou le vélo, et j'inclus le vélo électrique. Par contre, si vous utilisez la trottinette électrique, la voiture ou les transports en commun, vous ne faites pas d'activité physique lors de vos déplacements. C'est aussi l'activité physique à la maison. Là, c'est le ménage, c'est vraiment une activité physique qui parfois peut être intense. Et puis, c'est l'activité physique lors des loisirs, où là, vous avez le sport. Mais le sport, vous voyez, c'est qu'une activité, qu'un des composants de l'activité physique, mais c'est aussi le bricolage, le jardinage. Ça peut être jouer au ballon, ça peut être promener le chien, ça peut aller faire… L'aspirateur. Alors, l'aspirateur, mais ça, c'est l'activité domestique.
Ça peut être de promener son mari, voilà. Voilà. Le porter, ça rajoute une intensité à la vie. Bah si vous le portez, là c'est la cerise sur le gâteau, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que l'activité physique, c'est d'abord c'est quelque chose que vous devez faire dans votre vie quotidienne. Hein. Pensez à vous utiliser les transports actifs, pensez à vous bouger au travail, pensez à vous bouger dans la maison. Voilà. Et après, essayez d'avoir une activité un peu plus structurée, surtout qui vous plaise, hein, parce qu'il ne faut pas vous astreindre à quelque chose qui ne vous plaît pas, parce que vous allez le faire au début, souvent d'ailleurs pour faire plaisir à votre médecin, puis au bout de… Quand la routine va s'instaurer, au bout de 2 mois, 3 mois, il y aura toujours des excuses pour ne pas le faire et arrêter. Et justement, moi, quand je faisais des réunions auprès de personnes qui disaient, moi, j'aime pas l'activité, j'aime pas le sport, mais je leur disais, mais dans le quotidien, en fait, moi, je sais que je vois un ascenseur, maintenant, c'est inné, je vois un ascenseur, et bien, je privilégie les escaliers. Avant, je pouvais rentrer peut-être dans ma voiture, même dans le supermarché au rayon. Et bien maintenant, je mets ma voiture un peu plus loin et je favorise tout. Je vais me garer dans un parking en grande ville et après, je fais à pied. Tout ça, c'est une petite modification dans nos habitudes qu'on a et dans nos habitudes de vie qu'on peut petit à petit transformer. Et je pense que vous serez d'accord pour dire déjà que c'est un bon début et que c'est une bonne chose déjà à mettre en place toutes ces petites modifications de comportement. Vous avez complètement raison. Hein. C'est la somme des petites choses qui, en fait, ce qui compte, c'est la somme que vous avez à la fin de la journée. Alors, au début, on disait qu'il faut faire 30 minutes d'un coup, puis après, on disait c'est l'ensemble des… Il faut faire au moins 10 minutes. Maintenant, on sait que même 1 minute, ça compte. Hein. Vous imaginez que vous avez un petit capteur de mouvement et qu'à la fin de la journée, vous regardez tout ce que vous avez fait et tout compte. Et effectivement, c'est remplacer en fait des contraintes, quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie en se disant « Oh là là, il faut que je le fasse, comment je vais le faire, comment je vais m'habiller ». Maintenant, vous n'y pensez plus. Par exemple, moi, je sais pas, je suis comme vous, l'ascenseur, je ne me pose plus la question. Je prends systématiquement les escaliers. Voilà, donc je ne me pose même plus la question. Quand je vois, il faut que je monte 2 étages, je prends l'escalier. Donc, c'est même plus une contrainte. Tu voulais dire quelque chose? Oui, en gros, c'était de déjà passer comme… voilà, de faire comprendre aux personnes, c'est de réapprendre des tâches de la vie quotidienne, en fait, des moments de la vie quotidienne, c'est de les réapprendre et de les réadapter à la personne aussi en fonction de sa pathologie, en fonction de ses problématiques. Et en plus que ça soit au niveau des problématiques physiques que sociales, hein, parce qu'il y a des personnes aussi qui, avec les transports en commun, ça les perturbe un peu parce qu'ils ont du mal à être à proximité des personnes, tout ça. Mais c'est de travailler sur toutes ces dimensions-là pour pousser la personne à changer de comportement, à modifier ses comportements. Voilà. Pas qu'ils faisaient mal ou bien avant, mais c'est surtout qu'ils fassent mieux pour leur santé, en fait. En fait, la bonne nouvelle par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est que voilà, ça fait 1 an qu'on est en période de crise sanitaire, qu'on vit au rythme des confinements et des couvre-feux. Ça veut tout simplement dire que finalement, chez soi, on peut pratiquer cette activité physique et on peut se faire du bien et que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas du sport que ça n'avance pas, on est d'accord? Absolument, absolument. C'est pour ça qu'on a eu droit à l'heure pour aller dehors pendant le confinement et on précisait bien l'heure pour aller dehors, pour aller bouger, pour aller faire de la marche. Et pensez bien que la marche, c'est une activité physique. Hein. Voilà. Il faut bien comprendre que, pareil, ça c'est encore les vieux stéréotypes, les fausses idées pour lesquelles qui traînent. Pour que ce soit efficace, hein, on n'a pas besoin de transpirer. Voilà. C'est pas parce que ça fait pas mal que c'est pas efficace. Et il n'y a pas besoin d'avoir des courbatures pour que ce soit efficace. Hein. C'est efficace quand on se sent bien et quand on se sent mieux. Alors justement, par rapport à ce sujet-là, merci de dire ça parce qu'en fait, moi, je vois beaucoup de personnes même qui se courent et qui s'épuisent parce que comme ça, ils vont maigrir plus vite. Enfin, et en plus, sur les recommandations, donc maintenant, ils en sortent encore plus. Moi, j'aimerais avoir votre idée, votre expertise, parce que je n'ai que la mienne et je la partage après autour de moi. Mais alors, au début, on avait dit 30 minutes, 10 minutes, pas, enfin, tout ça. Moi, je vois que quelque part, je me suis dit, écoute, tu vas t'y mettre, mais c'est surtout cette notion de régularité. Moi, je pense qu'il faut mettre de la régularité. Donc, si jamais la personne fait 100 pas, je vous dis n'importe quoi, 100 pas déjà, qu'elle faisait 0 pas, mais ces 100 pas, elle les tienne régulièrement
sur la semaine, sur le mois, et après, elle va augmenter à 200, à 300, même si on est loin de ces recommandations qui maintenant ont augmenté encore. En plus, on parle d'intensité modérée, pas modérée. Donc, ça complexifie tout. Mais on embrouille le cerveau, voilà, en fait. C'est ça. Donc, vous, votre expertise par rapport à tout ça, est-ce que sur la notion d'intensité, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, est-ce qu'il vaudrait mieux partir plus sur qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire et surtout dans la régularité? Ça ne sert à rien de faire de l'activité et faire une marche de 10 km pendant un mois et on se dégoûte tellement que pendant 6 mois, on ne fait plus rien. Non, mais je crois surtout que ce n'est pas bon pour le corps. En fait, basiquement, c'est mauvais pour le corps. C'est difficile pour le mental, mais c'est mauvais pour le corps quand tu n'as pas fait d'activité physique pendant des années et que tu repars sur quelque chose de violent. Sur la pratique, sur la représentation, les gens sont dans ces notions-là, malheureusement, en fait. Et en plus, on est dans ces messages où les gens, ils ont tous leur montre. Et ils se rendent compte que 10 000 pas, mais c'est énorme et qu'ils ne s'y tiennent pas, donc ils se dévalorisent. Et en fait, donc si je ne suis pas capable d'y arriver, eh bien, ce n'est pas la peine que je le fasse. Donc on est dans un cercle vicieux. Non, mais vous avez tout à fait raison. Alors déjà, l'histoire des 10 000 pas, c'est complètement faux. Hein. C'était un processus marketing il y a plus de 40 ans pour vendre un podomètre qui s'appelait en fait 10 000 pas, qui était un podomètre japonais. Donc voilà, on a largement prouvé maintenant qu'en fait 30 minutes, ça correspond à peu près à 4 000 pas. Hein. La deuxième chose, et ça c'est ça, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'un tout petit peu, c'est déjà mieux que rien. Et on sait déjà maintenant qu'on a des capteurs de mouvement, ça montre très très bien que déjà quand on fait 10 minutes d'activité tous les jours, on a déjà des effets pour la santé. Donc les 30 minutes, si vous voulez, c'est une moyenne parce qu'il faut passer un message, etc. Et puis voilà, on met une moyenne pour les gens, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont à la moyenne de droite, ceux qui en font 3 heures tous les jours, et puis il y a ceux qui sont à la moyenne de gauche. L'important, c'est de partir de son propre niveau et voilà, et de savoir d'où on peut partir, de ce qu'on peut faire. C'est le principe de la prescription chez des gens qui ont une maladie chronique. On voit d'où ils sont, d'où ils peuvent partir, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils aiment. Et en fonction de ça, on adapte. Il y a des gens qui n'aiment pas marcher, on ne va pas leur proposer de la marche. Il y a des gens qui n'aiment pas le vélo, on ne va pas leur proposer du vélo. Donc voilà, donc on adapte et puis on voit d'où ils partent, puis on va augmenter progressivement. C'est évident, il faut avoir des objectifs réalistes. Mais voilà, oui. Si je peux compléter ce que vous avez dit, et je pense que vous insistez aussi depuis tout à l'heure sur la notion du plaisir et de la volonté des personnes. Ça, nous, au sein des structures, on le voit et c'est ce qu'on essaie de mettre tout le temps en avant, c'est toujours en fonction des objectifs déjà de la personne, parce que, comme vous dites, si la personne, son objectif, c'est de courir, nous, on avait une personne, par exemple, c'était de courir, cette personne, on va progressivement, et ça aussi, il faut faire comprendre aux gens aussi la notion de progression. Parce que le problème, c'est que quand on voit, moi, quand je vois ces publicités à la télé qui me rendent dingue, avec les protes, les machins et tout, qu'ils en prennent et pouf, ils courent le machin. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, malheureusement, les personnes, quand ils voient ça, ils se disent, mais c'est possible. Et donc, c'est de tout détricoter, en fait, dans les cerveaux des personnes pour leur expliquer que déjà, pour les personnes qui ont des maladies chroniques, vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas possible parce que votre corps ne le supportera pas, il va vous le faire comprendre. Et quand il parle, des fois, il est un peu violent. Donc, c'est d'essayer de tout détricoter et de ne pas avoir cette contrainte de temps qui vous fait peur et qui vous angoisse. C'est enlever cette angoisse du temps et de se dire regarde, déjà, je me suis mis un objectif. Mais nous, on fonctionne sur ça aussi, sur le court terme, le moyen et le long terme. Et ça, en fait, le fait de se mettre des petits objectifs à court terme, je trouve que ça valorise la personne parce que ça lui dit, voilà, regarde ma cocotte, regarde ce que tu es capable de faire, tu es capable. Ton corps le veut bien aussi, parce que ça aussi, de savoir, de mettre la relation entre le cerveau et le corps des personnes, ça peut être compliqué, surtout quand on a un trouble du schéma corporel ou ce genre de choses. Alors, je coupe, il y a une question là. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour à vous qui nous regardez et qui êtes fidèles et merci beaucoup. Alors, il y a une question de Christelle Lefebvre. Christelle, il faut que vous sachiez, professeur, qu'on la connaît bien. C'est la présidente de l'association ASEC. Et qui demande, qui dit merci pour vos conseils, professeur. Comment garder la motivation ? C'est quoi vos trucs et astuces pour garder la motivation, professeur ? Il y a plusieurs choses. Puis, bien sûr, ça varie d'une personne à l'autre. La première chose, c'est le plaisir.
C'est-à-dire que si on se fait plaisir, si après chaque session, on se sent mieux, on est moins stressé, on se sent mieux dans son corps. Bon, en plus, là, c'est le printemps, ça devient sympa, ça explose de partout, c'est beau. Il n'y a pas besoin d'être à la campagne, en ville aussi, on voit bien, il y a des fleurs partout. Les villes sont quand même de plus en plus fleuries. Donc, de se faire plaisir. La deuxième chose, c'est de la progression. C'est ce que vous disiez. Quand on a des petits objectifs, il faut que les gens se rendent compte qu'ils progressent. C'est-à-dire une petite côte qu'il y a 2 semaines, ils ne pouvaient pas monter, ou alors ils montaient, ils étaient complètement essoufflés, ils avaient mal aux jambes pendant 2 jours. Et ben, au bout d'1 mois ou de 3 semaines, ça y est, ils la montent, ils ne sont pas essoufflés, ils n'ont pas mal aux jambes. C'est fabuleux. C'est-à-dire, c'est ça, de se mettre de petits objectifs et de voir qu'on progresse, l'aspect de progression. Puis troisièmement, ce qui peut aider aussi, c'est le lien social. C'est-à-dire pas le faire tout seul. C'est-à-dire donner rendez-vous à 3, à 4, à 2. Il y a toujours un jour où on n'a pas envie, il faut se donner des coups de pied aux fesses. Mais si, par contre, on a donné rendez-vous aux copains, à la copine, au petit groupe avec lequel, en plus, on sait qu'on va rigoler, là, non, parce qu'on ne peut pas leur faire faux bon. Ouais, on a tous des hauts et des bas. Hein. Moi aussi, il y a des jours où je n'ai pas envie. Je sais que j'ai donné rendez-vous au groupe. Là, j'y vais parce que je sais qu'en plus, quand je serai là-bas, je serai contente. Mais des fois, c'est de faire le pas et de sortir. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses, mais c'est tellement important que puis chacun peut témoigner aussi. Je pense qu'il faut demander aux gens aussi quels sont. Enfin, vous avez sûrement des avis. On a tous des petits trucs qui font que voilà, ça nous aide, ça nous motive. Et cet après-midi, justement, on va faire un atelier sur la préparation mentale. Et en fait, moi, je suis diplômée depuis peu, et dans mon histoire et dans mon parcours, la prépa mentale est justement pour travailler sur cette motivation. Donc, la motivation, elle est pas assez un mot qui est lancé, mais comme vous dites, elle comprend beaucoup de sentiments, le plaisir, et c'est autour de 7 sentiments, donc la compétence, l'appartenance à un groupe, le plaisir de faire, la progression, l'autonomie, le fait, et de donner de la compétence à la personne pour que justement cet ensemble de choses conserve la motivation. Et quand on travaille justement, nous on allie au sein de l'espace et de l'association de la préparation mentale à la pratique d'activité, et on intègre la visualisation sur des personnes qui ont des craintes, des peurs. Alors la visualisation sur anticiper, se mettre, et en fait ça les fait se projeter dans je vais pouvoir courir, et la personne qu'on a accompagnée, c'était là-dedans. Donc, on a un entretien sur la motivation. Et en fait, au lieu de dire, eh bien, on va développer le plaisir, on regarde sur ces 7 sentiments, quels sont ceux qui sont les moindres, en fait. On leur donne des outils pour développer ces sentiments, pour qu'ils soient plus, qu'ils puissent renforcer les autres sentiments. Et la motivation se fait avec un ensemble de choses. Et c'est ça aussi, quand sur les personnes qui accompagnent, moi je pense que c'est important, quand les personnes accompagnent et comprennent le fonctionnement des personnes, ils pourront leur donner les outils nécessaires justement et les adapter, et les adapter et leur donner des outils pour que la personne devienne, et on en revient à être acteur de son accompagnement. Moi, quand j'ai compris que je devais prendre l'ascenseur et l'escalier, ce n'est pas parce qu'on m'a donné une injonction de me dire maintenant il faut prendre l'escalier. C'est que j'ai pu avoir des billes et avoir ma propre expertise, parce que tous les patients ont sa propre expertise, de comprendre que si je prenais l'escalier, et en fait, il n'y a rien qui est acquis ou inné. En fait, ça, c'est des modifications de comportement. Quand après, tu montes un escalier, que tu en montes 2, moi, j'arrivais, je me disais, mais je suis super fière de moi, en fait. Et après, tout ça, quand petit à petit, tu peux te valoriser, tu peux être convaincu que ça te fait du bien, parce que quand on est dans une démarche de perte de poids, d'être mieux, eh bien, c'est dans toutes les dimensions. Et quand tu es convaincu et que tu touches du doigt et que tu te dises, ben là, je tiens quelque chose et ça me fait du bien, eh bien, automatiquement, tu vas changer ces automatismes où tu répétais depuis des années. De toute façon, j'ai toujours fait comme ça, je n'y arriverai jamais. Ça, c'est des trucs qu'on peut détricoter, et je pense que cette croyance-là, il faut l'enlever, parce que rien n'est figé, tout est détricotable, mais surtout si ça part de la personne, qu'elle amène sa propre expertise, parce qu'il y aura une équipe autour d'elle qui va lui donner des outils, et ces outils, la personne va se les approprier et va se les adapter et pourra petit à petit être de plus en plus autonome dans la pratique d'activité et dans tout, en fait. Alors, j'ai compris, il faut pratiquer l'activité physique.
peut-être on revient à la base quand même et on réinsiste sur le fait de pourquoi il faut pratiquer l'activité physique, l'impact sur le corps et l'impact sur les maladies chroniques ou sur les comorbidités en cas d'obésité. Ça fait quoi l'activité physique? On ne fait pas de l'activité physique pour faire de l'activité physique. Il y a quelque chose derrière. Et je crois que là, il y a un message très fort à faire passer aussi, quoi. L'activité physique, si on voulait résumer, c'est la multipilule. C'est à la fois un facteur de prévention de toutes les maladies chroniques et c'est un facteur de traitement de toutes les maladies chroniques. Ça maintient la santé, ça améliore. Donc, si vous voulez, en termes de mortalité précoce, ça diminue la mortalité précoce, donc le risque de mourir avant l'âge prévu compte tenu de notre espérance de vie, de 60% par rapport aux gens qui ne suivent pas les recommandations. Je crois que c'est 60%. 60%. Première chose. Deuxièmement, ça diminue le risque de développer. Avant, on avait 3 cancers. Maintenant, on a 6 cancers, pour lesquels, qui sont les 6 cancers les plus courants, dont le sein, le côlon, la prostate, le cancer de l'estomac, de 25%, le risque de cancer. Donc, si en plus vous avez une nutrition équilibrée, vous perdez du poids, vous avez encore un niveau de protection plus élevé. Donc, le risque de cancer, le risque de diabète de 30%, diabète de type 2, hein. Le risque de maladie d'Alzheimer à peu près de 20 à 25%. Le risque de maladie cardiovasculaire, on est entre, alors cardiovasculaire, c'est infarctus du myocarde et un accident vasculaire cérébral. Avec actuellement les capteurs de mouvement, on est plutôt entre 40 et 60%. Wow. Voilà, c'est toutes les maladies chroniques auxquelles on est soumise. Et puis maintenant, alors pour l'obésité, c'est diminuer le risque de développer une obésité de 20 à 30%. Là, il y a l'activité physique, mais la nutrition joue vraiment un rôle très important. Et si vous avez l'association des deux, voilà, vous avez encore moins de risques. Et l'élément important qu'il faut retenir en termes d'obésité, c'est on sait que l'obésité, il y a la génétique joue un rôle, mais il n'y a pas un gène, c'est polygénique, il y a des tas de gènes. Mais vraiment, il y a plein d'études à être sorties pour montrer quelle différence entre l'impact des gènes et l'impact de l'environnement, c'est-à-dire l'inactivité physique, la sédentarité, l'excès de temps passé assis et la nutrition. C'est 99,9% le rôle de l'environnement et puis 0,01% le rôle de la génétique. C'est quoi la différence entre l'inactivité physique et la sédentarité? Alors, l'inactivité physique, c'est avoir un niveau d'activité physique inférieur aux recommandations, donc moins de 150 minutes par semaine. Ça, c'est l'inactivité physique ou l'insuffisance d'activité physique. Et la sédentarité, c'est un autre fardeau auquel on est tous soumis, c'est l'excès de temps passé assis. C'est-à-dire vous calculez tout le temps que vous passez assis entre le moment où vous vous levez le matin et le moment où vous vous couchez le soir. Et dans l'idéal, on dit qu'il faudrait ne pas dépasser 7h30 passés assis par jour. Il faut savoir qu'en France, les adultes qui travaillent, on passe à peu près les jours travaillés 10 à 12 heures assis par jour, plutôt 10 heures. Et les jours non travaillés, on est à 9 heures. Donc, on est tous au-dessus du seuil. Voilà. Bon, c'est parce qu'on a un monde… Et de se lever, là. Vous qui nous regardez, là, on essaye de bouger. On essaye de bouger. Alors, le message très, très simple, c'est parce que ce que je dis, ça semble impossible à faire quand on a un travail de bureau et qu'on est assis 8 heures par jour. C'est simplement penser toutes les heures, ce que faisait Carole, toutes les heures, vous vous levez 1 minute et vous bougez. Voilà. Et le fait de s'être levé 1 heure, ça compense l'heure précédente passée assis. Donc déjà, si dans la journée, sur 12-14 heures de journée, toutes les heures, vous vous levez 1 minute et vous bougez, pas besoin de bouger avec une forte activité, il suffit d'aller ranger un papier soit à la poubelle, soit d'aller boire un verre, soit d'aller aux toilettes, soit d'aller à la photocopieuse. Voilà, vous bougez 1 minute, ou si vous êtes plus motivé, vous faites un petit mouvement de renforcement musculaire, ce que vous voulez, et même sans bouger beaucoup. Voilà, vous bougez, vous vous levez pendant 1 minute toutes les heures. Voilà. Et surtout que la sédentarité, moi j'ai lu il y a des articles, et la sédentarité, ce n'est pas une maladie chronique, mais elle tue, ça a un impact sur le taux de la cause de mortalité, et c'est impressionnant. Et en fait, elle n'est pas identifiée en ALD, elle n'est pas identifiée en maladie chronique, mais c'est affolant, et il ne faut pas négliger ça. Je pense que vraiment, les gens, il faut qu'ils en prennent conscience, et comme je pense qu'après, Laure va en parler, mais au travail, il y a plein de moyens aussi, et même aussi les entreprises, les médecins du travail et tout ça vont favoriser, parce que justement sur l'impact sur les accidents de travail,
sur les arrêts de maladie, sur les choses comme ça. Et donc, il y a plein de moyens qui peuvent être mis en place et par la personne elle-même et par aussi la prise de conscience des entreprises qui font qu'ils vont favoriser ça, en fait. Oui, voilà, les entreprises, ça fait quand même quelques années qu'elles ont pris conscience de l'importance de la qualité au travail, en fait, de la qualité de leur personnel au travail. Et du coup, on voit de plus en plus du coup, des APA, donc des enseignants en activité physique adaptée, qui sont embauchés par ces entreprises tant d'heures par semaine pour justement pour donner un petit peu de conseils. Il y en a qui sont même accompagnés de nutritionnistes. Ils viennent 2 fois par an pour faire de la prévention santé. Et en fait, donner voilà, une activité, on va dire, pas quotidienne, parce que je crois qu'ils ne viennent pas tous les jours. Enfin, je connais des entreprises où ils viennent 2 fois par semaine, exemple, et justement pour proposer de l'activité aux employés et pour les sensibiliser à la pratique d'activité. Après, il y a des choses aussi qui sont mises de plus en plus dans, je ne sais pas ce que vous en pensez sur ça, mais des petits coussins, ce genre de choses, des ballons aussi, des Swiss balls sur lesquels on s'assoit, tout ça. Je pense que quand même, c'est un bon début et ça peut amener aussi quelque chose, notamment pour l'impact du dos, enfin, la posture. Nous, on travaille beaucoup sur la posture justement d'une personne, alors qu'elle soit derrière un bureau ou dans un métier manuel, parce qu'on a aussi des gens qui font des métiers manuels et qui adaptent une posture qui n'est pas favorable à l'amélioration de sa santé, en fait. Et donc, c'est ça. Et c'est de travailler en ce sens, en leur faisant, c'est toujours pareil, c'est la prise de conscience de comment je me tiens et pourquoi je me tiens comme ça et qu'est-ce qu'il faut que je renforce à côté, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sentir mieux et pour éviter d'engendrer d'autres problématiques de santé derrière. Et notamment au boulot, quand on est, donc là on a commencé un petit peu à travailler dessus, sur des exercices en fait qu'ils pourraient faire peut-être deux fois par jour. Alors dit comme ça fait un peu, ça peut être compliqué, mais même s'ils le font 1 fois par semaine au début et qu'au fur et à mesure ils augmentent, ça sera déjà pas mal. Voilà, les mains sur la table, des étirements, voilà, et de pas, voilà, c'est pas parce que on est assis aussi qu'on est inactif complètement. Voilà, c'est surtout ce message que j'aimerais faire passer. C'est pas parce qu'on est assis, pareil, les personnes qui sont en fauteuil roulant et qui ne peuvent pas se lever, ces personnes-là, elles ont des possibilités et elles ont des possibilités de bouger. Et il faut travailler sur toutes les possibilités, toutes les capacités physiques de la personne. Ouais, je crois que vous avez tout dit. Hein. Je suis complètement d'accord avec vous. Nous, on travaille beaucoup aussi sur les bureaux actifs, c'est-à-dire mettre des pédaliers sous les bureaux, des petits pédaliers. Donc, effectivement, d'abord, en plus, ça permet de prendre conscience. Ça fait bouger les gens un peu plus en dehors du bureau. Alors, il y a plein de choses qui sont possibles. Les Swiss balls, c'est très, très bien. Il y a plein de choses, mais je crois qu'il faut de toute façon complètement modifier notre environnement parce que si on ne fait rien, tout est fait pour que maintenant on passe son temps entièrement assis et là, c'est notre mort. Hein. Rien que la sédentarité, effectivement, comme vous le disiez, c'est un facteur de risque de mortalité et de développer des maladies chroniques. Et même si, en plus, même si on a le niveau d'activité physique requis. Donc, c'est vraiment le gros problème actuellement. On a un chiffre sur la sédentarité et le nombre de personnes que ça tue dans le monde? Alors oui, enfin, les chiffres sont un peu sous-estimés, mais enfin, sont mal estimés parce que, en fait, pour bien la mesurer, il faut vraiment des capteurs de mouvement. Mais en tout cas, on sait que la sédentarité, en fonction du temps passé assis, par exemple, quand on compare 7h30 passées assis par jour et 8h30, on augmente déjà la mortalité de 30%. Et à chaque fois que vous rajoutez 1 heure, vous arrivez à 10% de plus, indépendamment de votre niveau d'activité physique. Donc, c'est énorme. Je dis que c'est vraiment ce qui nous menace le plus parce qu'en plus, on n'est pas assez actif. Alors, en plus, vous rajoutez le fardeau de la sédentarité. Vraiment, on a des profils de santé qui vont s'altérer. Et c'est d'autant plus grave chez les jeunes parce que nous, quand on était jeunes, quand on était enfant, on bougeait dehors. Or, les enfants, maintenant, ils ne bougent plus. Ils ne bougent plus, ils sont assis avec les jeux vidéo. Les malbouffes. On est d'accord. Et moi, j'aimerais mettre l'accent, on a parlé sur toutes les problématiques, l'amélioration du diabète, des maladies et tout ça. Et moi, je me bats avec mon mari qui est premier chauffagiste et qui me dit, mais tu ne crois pas que je vais faire de l'activité
parce que toute la journée, je monte des escaliers. Mais je dis, ce n'est pas la même chose, en fait. Et j'aimerais qu'on arrive à mettre aussi les bienfaits de la pratique d'activité sur tout ce qui est la gestion, le stress, tout ce qui est le mieux-être dans la tête, sur la dépression, sur… Alors, on voit qu'avec les personnes qui sont en problématique d'obésité, mais d'autres personnes, hein, et je veux dire, dans la société dans laquelle on est sur la sédentarité et sur du stress, mais qui est phénoménal. On est stressé tout le temps. Et en fait, le fait de cette pratique d'activité qui peut être un instant où on va pouvoir travailler sur la pleine conscience, apprécier les choses, se trouver ce temps pour soi, se dégager, peu importe ce temps, ça peut être 5-10 minutes, mais cet effet sur le psychique et sur cette détente, parce que le stress, ça agit sur les muscles, ça agit sur les douleurs, tout ça. Mais le fait de pratiquer de l'activité, même si on pense que ça va être une contrainte, eh bien, cet effet libératoire, puisque si tu vas favoriser l'activité, parce qu'ici, on est sur une problématique de budget aussi, même sur une pratique d'activité, ben nous, on favorise les sorties, l'extérieur. Il y a tellement de sites, il y a tellement de lieux où tu peux faire des choses et ce n'est pas forcément d'aller dans les salles de sport. Donc, toutes ces notions-là, je pense que c'est important pour le bien-être de sa tête, en fait, et l'accessibilité à tous, pour tous, à la pratique de l'activité. Professeur, j'ai une question un peu peut-être stupide ou dérangeante, ou je ne sais pas. Hein. Elle fait son sourire, elle me connaît. Depuis, voilà, maintenant 32 minutes, on dit à quel point la pratique de l'activité physique est quelque chose de fondamental dans son quotidien, dans la vie de tous. Bien sûr, on est aujourd'hui sur la thématique des Journées mondiales de l'obésité, et ça concerne tout le monde. L'importance du rôle des enseignants en pratique en activité physique adaptée. Mais pourquoi finalement ces APA ne sont pas imposés dans les suivis? Pourquoi il n'y a pas de prise en charge? Vous avez une petite idée de ça? Parce que le système est un peu spécial. Ça a un impact colossal sur la santé des gens. Et en fait, aujourd'hui, les gens n'ont pas le réflexe d'aller voir des enseignants en activité physique adaptée. Ils vont plutôt aller dans une salle de sport, aller voir un coach, aller voir ou un kiné. Mais on a peut-être coupé un message, non? Ou quelque chose, ou il y a peut-être quelque chose à… Oh là là, pardon. Ah non, mais c'est une très bonne question. Écoutez, je vais répondre par une boutade. Je ne sais pas si vous avez entendu cette remarque d'un sénateur. Le mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un nouveau métier qui sont les professionnels dans l'activité physique adaptée? Mais c'est quand même fou. Une honte. Alors, comment est-ce que vous voulez? Nous, ça fait quand même 20 ans qu'on se bat avec François Carré auprès des politiques pour leur montrer qu'avec l'activité physique adaptée, quand elle est bien faite, avec des professionnels formés, il y a des économies de santé, à la fois ils prennent moins de médicaments, mais surtout prévenir les maladies. Donc, c'est énorme les économies de santé. Donc, effectivement, grâce à Valérie Fournéron, maintenant, il y a le sport sur ordonnance, mais l'intérêt de cette loi, c'est que surtout, elle a défini le socle de compétences. Donc, elle a bien mis le rôle des APA, des professionnels en activité physique adaptée. Donc, ça a un peu, au moins auprès des médecins, fait connaître le rôle des APA. Donc, ça, c'est vraiment majeur. Et donc, ça vraiment, voilà, les APA, ça commence à être une profession, en tout cas, qui est connue du milieu médical. Donc, ça, c'est majeur. Et bon, derrière tout ça, effectivement, il faut quand même que ce soit implémenté par des politiques publiques. Et derrière ça, les sénateurs, ils découvrent, enfin, ils ne savent même pas que ce métier, il existe. Bon, au-delà… Mais il mérite une médaille, celui-là, parce qu'il est convaincu de ce qu'il racontait. Convaincu. On a fait une vidéo sur ça. Mais je sais que de toute façon, c'est passé sur tous les réseaux sociaux, les APA ont réagi. Ça fait rire tout le monde. Enfin, tous ceux qui sont dans le sport santé, ça fait rire jaune, mais bon, c'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Voilà. Alors, bon, moi, je verrais plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il faut dire que depuis 10 ans, c'est quand même énormément en train d'évoluer. Hier, j'étais encore auditionné avec le professeur François Carré dans une commission d'audition du Sénat, où là, en plus, c'est une commission qui est très longue. Et vraiment, il y a vraiment une volonté de lutter contre l'activité physique, la sédentarité. Il parle des APA, il y a vraiment une audition importante. Et on voit là, par exemple, dans
à la fois dans le nouveau plan cancer, où vraiment c'est écrit noir sur blanc dans l'axe, il y a 4 axes, il y a 2 axes où vraiment écrit noir sur blanc l'activité physique santé. L'activité physique va être prise en charge dans les patients après cancer, remboursée. L'évaluation en activité physique, en capacité physique, c'est pris en charge chez les maladies chroniques. Voilà. Bon, c'est quand même des choses qui commencent à être reconnues. Le socle de compétences est reconnu. Voilà, on sait que dans la prise en charge des maladies chroniques, les APA jouent un rôle important. Ils sont quand même de plus en plus dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, dans les maisons sport santé. Avec les maisons sport santé, il y en a maintenant 300, il va y en avoir 500 en 2023. Les APA sont dans les maisons sport santé. Donc voilà, ils deviennent complètement incontournables. Donc voilà, après, maintenant, il faut qu'il y ait des financements qui soient dédiés. Voilà. Le problème, c'est que le nerf de la guerre, c'est les financements. Et comme ils n'ont pas des actes, tant que leurs actes ne seront pas cotés sécurité sociale, voilà, il n'y aura pas de financement. Mais il faut que chacun continue à se battre, les patients, en revendiquant les bienfaits et en revendiquant… Justement, professeur, je ne sais pas si vous êtes au courant, nous avons lancé une pétition qui demande justement à ce que l'obésité soit reconnue comme une maladie chronique et qu'il y ait une prise en charge réelle de cette spécialité avec des spécialisations de la part des professionnels de santé et acteurs en santé qui accompagnent les patients. Et bien évidemment que l'activité physique adaptée en fait partie. Donc, je vous l'enverrai. Vous signerez si vous le souhaitez, mais je vous l'enverrai. Je crois que je l'ai déjà signé. Hein. Mais surtout, ce qui est important, c'est justement les APA sont des acteurs en santé. Alors, bien sûr, ils commencent à être reconnus et intégrés par le milieu professionnel, mais quand même, moi, je ne suis pas APA, mais j'ai découvert cette formation et maintenant, je suis investie, je la défends, je ne sais pas pourquoi. Je me suis prise de passion, mais il faut vraiment insister que c'est une formation qui est essentielle avec des jeunes qui sont motivés. Et même, alors ça n'engage que moi, à dire à ces jeunes qui font des licences, mais que c'est vraiment un métier qu'ils auront dans leurs mains, en fait. Et arrêter de leur dire, de toute façon, qu'il n'y aura pas d'avenir, que si tu restes qu'avec une licence, tu ne sauras rien, tu ne trouveras pas de structure. Mais il faut garder ces passionnés, ces jeunes qui sortent des universités, il faut les aider. Moi, j'accueille plein de stagiaires et il faut arrêter de démoraliser toutes ces personnes qui font ce métier et qui le font bien, même s'ils sont qu'acteurs en santé et qui ne sont pas reconnus comme des professionnels. Mais on s'en fout, en fait. Moi, je ne suis pas professionnelle de santé, mais maintenant, on commence à dire que les associations sont des acteurs en santé et chacun a sa place. Et en fin de compte, il n'y a pas de… bien sûr qu'il faut cette reconnaissance, bien sûr qu'il faut une cotation. Et surtout, moi, j'interviens à l'école de kiné et j'interviens auprès des APA. Et en fait, arrêtons ce clivage-là. Ouais, il y a de la place pour tout le monde. Donc, je vais à l'école de kiné. Je dis les APA sont aussi importants que vous dans des domaines différents parce que la formation n'est pas la même. L'argent qui est donné sur la reconnaissance, on n'enlèvera jamais la cotation des kinés. Mais si on donne une aide éventuelle et sur un accompagnement qu'on peut donner aux patients, optimiser son accompagnement, le kiné a un rôle. L'enseignant en activité physique adaptée a un rôle et même sur la prépa, sur des préparateurs physiques qui vont travailler sur du muscle. Moi, je sais que dans mon parcours, j'ai compris, comme sur l'alimentation, la diététicienne, l'endocrinologue et la psychologue, c'est une équipe sur ce plan-là. Et moi, j'ai compris sur le mieux-être, le mieux bouger et comprendre mon corps, j'avais besoin de ces 3 compétences-là. Donc, arrêtons ces guerres de… Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on entend trop ça. Ils vont nous prendre aux patients. Mais déjà, c'est un peu comme les diètes et les nutritionnistes. Mais déjà, un truc qui soit bien clair, les patients n'appartiennent à aucune corporation. Ça, je le dis parce que je suis la voix du patient. Déjà, je suis une patiente, mais arrêtez de vouloir nous saucissonner. On peut avoir notre libre expertise et en fin de compte, on ne va pas voler le patient d'un tel. Le patient, quand il va comprendre que dans tout ça, il va trouver à s'épanouir avec une équipe qu'il aura choisie et surtout quand il n'aura plus besoin du kiné, eh bien, il partira avec l'APA
Et quand on aura besoin du kiné, il retournera voir le kiné. Et quand tu auras besoin des deux, il sera avec les deux. Et comme tout le reste dans l'interdisciplinarité. Donc déjà, on ne va pas voler le patient à personne parce que le patient, c'est un individu à part entière. On ne vole pas et on ne vole pas une patientèle à quelqu'un. Et en fin de compte, moi, je pense que ça aussi, c'est vraiment que ces corporations-là se mettent ensemble et qu'ils arrivent à trouver un consensus parce que ce consensus, il peut y être. Et ça, déjà, ça aidera les patients à me comprendre. Parce que quand on dit un truc, on dit non, mais je vais arrêter avec la PA, je vais aller chez le kiné parce qu'ils sont remboursés. Déjà, il faut arrêter ces messages-là parce qu'ils sont erronés, en fait. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes compétences. Donc, je pense qu'aussi, les institutions et que justement les kinés et les APA se mettent ensemble et qu'il y ait des médiateurs dans tout ça et qu'on apaise ces esprits-là pour dire qu'en fait, le patient s'y retournera quand les messages en amont seront clairs et quand on arrêtera d'avoir ces clivages-là qui ne servent à rien. Voilà. Non, mais je suis complètement d'accord, mais je trouve quand même que le climat s'est apaisé par rapport à il y a 4-5 ans quand la loi sport sur ordonnance a été créée. Oui, mais c'est sûr, mais après, c'est vrai que je trouve encore, donc on essaye de s'appeler entre les kinés, même si on n'est pas sur la même structure, de s'appeler avec les kinés, et enfin voilà, et d'un côté comme de l'autre. Et ça marche mais bien. Voilà, c'est ça, mais il faut quand même encore faire la démarche, et c'est pas encore automatique. C'est ça qui est un peu dommage, parce que je trouve que pour y être passé en tant que patiente aussi, c'est d'être passé par un kiné qui m'a donné énormément, qui m'a aidé à remarcher, qui m'a travaillé la posture, qui m'a travaillé, voilà, qui m'a manipulé aussi, parce qu'il y a de la manipulation avec les kinés. Et d'avoir eu la complémentarité avec un APA qui alors, je peux le dire maintenant, qui me torturait carrément, mais qui me torturait, mais dans le bien, et toujours avec cette notion de plaisir et de bienveillance. De bienveillance. Et de bienveillance. Et avec un côté, des fois, un côté plus loisir qu'au kiné en soi. Mais ces deux ont fait que mon état de santé est arrivé à d'un coup à avoir un petit pic et à s'améliorer. Et Annick, c'est la même chose. Il y a quand même plusieurs personnes, soit de notre entourage, soit même quand on regarde les études qui parlent de l'activité et de la complémentarité avec le kiné. Pour moi, c'est une pépite qu'il y a, et cette collaboration, il faut qu'on arrive à la favoriser dans tous les endroits et auprès de tous. Alors, il y a encore des personnes qui sont ce qu'on appelle de la vieille école ou ce genre de choses. Mais on peut pas les exterminer, ces gens. Mais quand même, évitez. C'est très violent, c'est très violent. Mais quand même, on s'aperçoit que quand on arrive à avoir ce travail ensemble, tout le monde y trouve son compte. Les gens sont rassurés. Et moi, je pense que pour laisser et regarder et rester optimiste, c'est que vraiment faire voir au fur et à mesure qu'il y en a un, qu'il y en a deux, qu'il y en a trois, quand il y en aura 100, quand il y en aura 1000, et bien c'est comme ça qu'on va faire changer les choses. Et l'interdisciplinarité, et moi je rêve de transdisciplinarité, parce que ça serait, oh là là là. Et voilà, c'est chacun sa compétence, mais ensemble pour le même objectif. Et je pense que si on est tous réunis là, avec des compétences, des savoirs, des tempéraments, des choses qui nous correspondent tous, et bien c'est ensemble qu'on est dans le même combat et dans la même action. Et ça prend la place à personne et chacun peut s'épanouir dans l'intérêt de tous, je dirais. Et même le patient, on est inclus dans cette transdisciplinarité. Bon, ça y est, elle se fait. J'y vais. Professeur, vous allez avoir le mot de la fin parce qu'on y est, quoi. Comme le dit Christelle, les mentalités changent et gardons confiance, absolument, Christelle. Avant de vous laisser le mot de la fin et la conclusion, je dois vous transmettre un petit message et un bisou chaleureux de loin, un Covid, de la part de notre chère présidente que vous connaissez bien, qui malheureusement là est en interview en direct et n'a pas pu se joindre à nous, mais qui, comme vous le savez, ô combien vous aime. Donc voilà, le message est passé. Si on devait conclure en quelques mots. Alors nous, on va déjà vous dire merci parce qu'on va s'arrêter après sur votre conclusion. On diffusera les spots, mais on va vous libérer parce que vous nous avez libéré un temps précieux au milieu de vos consultations et des cours que vous donnez. Donc, merci beaucoup. Si on devait résumer en quelques mots l'activité physique. Mais moi, je vous dis merci aussi.
D'abord, merci Émile, merci à vous. Je vous embrasse tous, toutes. Non, je crois que le mot, c'est l'activité physique au centre d'un parcours de soins. C'est l'activité physique avec le patient au centre. Hein, tout est centré sur le patient. La multidisciplinarité, comme vous l'avez dit, de toute façon. Et puis, c'est un comportement. Donc, un comportement, ça ne se prescrit pas. Hein. Voilà, ça se fait avec le patient, ça se discute avec le patient. Et toute la difficulté, pour l'instant, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vous, c'est que on ne sait pas comment pour le maintenir sur le long terme. Et donc voilà, donc un maître mot, c'est le plaisir, et puis à plusieurs, et puis encore beaucoup de choses à trouver et à inventer, mais on n'invente pas tout seul, on inventera tous ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur, à très vite. Merci beaucoup. Merci. Très clair. Eh bien, écoutez, On va mettre un petit spot. On va mettre un petit spot. Est-ce que nous avons le spot avec le gouvernement? Oh, mais je peux vous trouver ça. Je vais vous trouver ça. Non. Mais Comment ça, non? Mais écoute-moi, on a fait Mais quand une même. parodie. Ah, d'accord. C'est une parodie. D'accord. Si tu suivais les Mais choses. non. Mais elle a peur, hein. Mais il n'est pas peur, Et confiance, Carole. Et Mais confiance. Vous avez fait une parodie, faites voir. Ah ben oui, regardez, merci. On vous la montre sur Regardez ce ça. Faites voir. Ah. Ouais, alors attention, parce qu'il y a des acteurs Ah oui. professionnels. C'est parti. Avec les sous et tout. Bonjour tout le monde, je suis Mila Frangastel, journaliste au journal Je ne connais pas bien mon sujet.com. Nous sommes ici avec Germaine, Annick et monsieur Raphaël Gabosi. Germaine, qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? Moi, je te dirais, ma petite Mila, que c'est très très compliqué. J'ai 90 ans aujourd'hui. Je suis obèse, je suis vieille. Et mon obésité, encore plus à mon âge, très très compliqué à vivre. J'ai des douleurs partout et personne ne m'a accompagnée. Je perds mon autonomie pour aller avec Roger au jardin. C'est très 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 compliqué. Suite à cela, je m'interroge, donc ce serait pas bien d'inventer une profession, une filière, du coup, qui pourrait allier le sport et la santé pour aider toutes ces personnes? Mais je suis révolté, ça existe. Je suis enseignant APA, activité physique adaptée et santé, une profession qui permet d'accompagner des personnes en situation d'obésité par l'activité physique. Grâce à l'APA, on peut améliorer la qualité de vie, jouer un rôle sur les conditions physiques, gagner en autonomie, Germaine, et surtout apporter tout simplement du plaisir et du bien-être dans votre quotidien. Donc oui, l'APA doit être considérée à sa juste valeur. D'accord. Et vous, Annie, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, l'APA, ça a été une rencontre merveilleuse dans mon parcours. Voilà. Un APA m'a permis de faire des programmes adaptés, m'a permis de progresser, m'a permis de diminuer mes douleurs. Donc moi, je pense qu'il faut mettre en avant cette formation d'enseignant en activité physique adaptée. Voilà. On vous avez prévenu. C'est bien. Vous voyez partout. C'est ça. On va appeler TF1 et tout cela là. Merci beaucoup, professeur. Merci. Prenez soin de vous et à très vite. Vous aussi. Merci. Au revoir. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure à 14h. Nous redémarrons sur nos ateliers et nous enchaînons à 14h sur Mental gagnant. Olé Mental gagnant. À tout à l'heure. Bon appétit. Et on a passé se une retrouve bonne matinée avec plaisir. des Ah oui, personnes. oui. Ah, moi, On a une chance inouïe. Il faudrait que ces jours. Alors, appelle à la présidente Anne-Sophie Joly. L'année prochaine, si tu en es d'accord, on fait des journées mondiales sur un mois. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. C'est une bonne idée. Ça, c'est dit. C'est une sage idée. À très vite. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous. Bon appétit et prenez soin de vous.